Bonjour, bonsoir chers spectateurs, on se retrouve aujourd'hui pour le dossier de Jeffrey Epstein. Face à cet imposteur intellectuel, que la réinformation commence. Epstein a enseigné l'analyse mathématique et la physique à la Dalton School de Manhattan de 1973 à 1975, où il a eu parmi ses élèves le fils du président de Bear Stearns, Alan C. Greenberg. En 1976, Epstein entame une carrière de trader chez Bear Stearns au sein de la division consacrée aux produits spéciaux et aux conseils de stratégie fiscale pour les clients les plus riches de la compagnie. En 1980, Epstein devient l'un des associés de Bear Stearns. En mars 2008, l'action de la société perd 80% de sa valeur, soit un retour en arrière de 10 ans, en raison de la crise dite des subprimes. Le 16 mars 2008, annonce de l'acquisition de Bear Stearns, qui comptait alors 14 000 employés, par JP Morgan Chase Bank à $2 l'action. Elle en valait 130 en octobre 2007 et plus de 60 le 12 mars. Le 24 mars suivant, JP Morgan réévalue son offre à $10 l'action, les bureaux de Madison Avenue inclus. La transaction a été aidée par la Fed. En avril 2008, une enquête est en cours par les tribunaux du Delaware sur la légalité de cette acquisition par JP Morgan Chase. Dans son numéro 1089 d'octobre 2008, le magazine américain Rolling Stone révèle au public l'existence d'un délit d'initié géant portant sur 1,7 million d'options Bear Stearns. Ces options ont été acquises avant la faillite de la banque et pariaient sur une chute vertigineuse du titre en quelques jours. Les autorités américaines n'ont pas révélé les noms des bénéficiaires des 270 millions de dollars de gains générés par l'opération. En 1982, Jeffrey Epstein fonde sa propre entreprise de gestion financière, J. Epstein & Co. Il se voit confier la gestion d'actifs de clients pour l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars en valeur nette. En 1987, Leslie Wexner, fondateur et président de The Limited, chaîne de magasins basée en Ohio, commercialisant des vêtements pour femmes, se rapproche de lui. Wexner achète Abercrombie & Fitch l'année suivante et en 1992 convertit une école privée en une énorme résidence, ensuite acquise par Epstein dans l'un des quartiers les plus riches de Manhattan, l'Upper East Side. En 1996, Epstein rebâtit son entreprise de Financial Trust Company, société de fiducie financière, et il la délocalise sur l'île de Saint-Thomas, un paradis fiscal dans les îles Vierges américaines. En 2000, il a créé une fondation qu'il baptise Jeffrey Epstein VI ou VI Foundation. Le VI ou VI signifie île Vierge. Le conseil d'administration de la fondation comprend Cécile de Jong, épouse de l'ancien gouverneur John de Jong. En tant que représentant de la fondation, Epstein a siégé au comité consultatif sur l'esprit, le cerveau et le comportement de l'université Harvard. Il a été impliqué dans le Santa Fe Institute, l'initiative de biologie théorique de l'Institute for Advanced Study de Princeton et le Quantum Gravity Program à l'université de Pennsylvanie. Epstein a également siégé à la commission trilatérale et au Conseil des relations étrangères. Un fonds de recherche destiné à financer des activités dans certains domaines des sciences et de l'éducation. Avant 2003, cette fondation a financé la recherche de Martin Nowak à l'Institute for Advanced Study à Princeton. En mai 2003, Epstein a établi un programme d'études de la dynamique évolutive à l'échelle de la biologie moléculaire à l'université de Harvard en offrant 30 millions de dollars à l'université. Sous la direction de Martin Nowak, avec comme mission l'utilisation des mathématiques en se concentrant sur des maladies comme le cancer, le virus de l'immunodéficience humaine et d'autres virus. Petite parenthèse, ce qui pourrait expliquer ces liens étroits avec Bill Gates, tout un marché financier entre eux. Epstein s'est approché dans le passé de beaucoup de personnalités scientifiques comme Gerald Edelman, Murray Gell-Mann, Stephen Hawking, Kip Thorne, Lawrence Krauss, Lee Smolin et Gregory Benford. En 2006, l'Epstein Foundation a parrainé une conférence sur Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, avec Hawking, Krauss et le prix Nobel de la paix Gerard T. Hooft, David Krauss et Frank Wilczek, couvrant des sujets tels que la théorie unifiée de la gravité, les neurosciences, l'origine du langage et des menaces globales pesant sur la planète Terre. Par la suite,
Sa fondation soutient la recherche sur l'intelligence artificielle, soutenant Marvin Minsky au Massachusetts Institute of Technology (MIT) jusqu'à sa mort et Ben Goodell à Hong Kong. L'étendue du soutien apporté à d'autres par Epstein dans le cadre de ses actions philanthropiques est inconnue, car sa fondation ne communique pas les informations qui sont habituellement publiées par les organismes de bienfaisance. Ceci a soulevé des préoccupations qui ont conduit le procureur général de New York à tenter d'obtenir plus d'informations. La fondation Jeffrey Epstein VI, ou VI pour les îles Vierges, a en plus de soutenir la recherche scientifique, soutenu les accords et les initiatives de paix, dont inclut Save Darfur Coalition, Nelson Mandela Children's Fund, Amis des forces de défense israéliennes, Fondation Philippe Cousteau, Conseil des relations extérieures et Commission trilatérale. La fondation Jeffrey Epstein VI, ou VI, a soutenu le lancement de l'Institut international de la paix à Bahreïn. Étroitement lié aux Nations Unies, l'Institut international de la paix est une organisation à but non lucratif basée à New York et à Vienne et est un instigateur essentiel des accords de paix dans le monde. Le président de l'Institut, Terje Red Larsen, un diplomate de premier plan au Moyen-Orient et sous-secrétaire général des Nations Unies, dirige le lancement à Bahreïn. Le secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, siège en tant que président d'honneur. Bahreïn est un pays clé pour l'Institut international de la paix, explique la fondation Jeffrey Epstein VI. Terje Red Larsen, ministre norvégien du plan, il est contraint de démissionner après la révélation du scandale Fideco. Grâce à un délit d'initié, il avait réalisé pour 600 000 couronnes de bénéfices. La fondation Jeffrey Epstein VI a également créé un fonds de bourse à l'Institut de la paix pour honorer Richard Hopper, conseiller principal auprès du sous-secrétaire général des Nations Unies pour le département des affaires politiques, tué en 2003 suite à un attentat à la bombe à l'hôtel Canal à Bagdad. Monsieur Hooper était en mission de courte durée en Irak. Depuis 2001, il était assistant spécial de Sir Kieran Prendergast, sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires politiques. En 1995 et 1996, et à nouveau de 1999 à 2001, il a travaillé comme assistant spécial de Terje Red Larsen de Norvège, le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient. En 2003, Epstein fait une offre publique d'achat du New York Magazine, face à d'autres soumissionnaires tels que l'entrepreneur du marketing et de la publicité Donny Deutsch, l'investisseur Nelson Peltz, magnat des médias et éditeur du New York Daily News, Mortimer Zuckerman et le producteur de cinéma Harvey Weinstein. Ils ont finalement perdu l'affaire en raison d'une surenchère faite par Bruce Wasserstein, investisseur bien implanté à Wall Street qui a versé 55 millions de dollars. En 2004, Epstein et Zuckerman s'engagent à investir jusqu'à 25 millions de dollars pour financer, à part égale, le magazine Radar, fondé par une célébrité de la pop culture américaine, Mayer Roshan, qui y a conservé quelque part. Son intérêt pour la recherche versait parfois dans le transhumanisme, un courant de pensée qui prône l'amélioration de l'être humain grâce à la technologie. Selon le Times, 3 témoins racontent que Jeffrey Epstein a partagé avec eux une de ses ambitions: utiliser son ranch du Nouveau-Mexique, nommé le Zorro Ranch, comme un centre d'insémination pour des femmes qui porteraient ses enfants. Selon un témoin cité par le quotidien new-yorkais, Epstein aurait été influencé par un projet, lancé en 1980 puis abandonné, de banques de sperme ultra-élitistes, qui aurait dû proposer la semence des plus grands intellectuels de la planète. Le journal note que rien n'indique que Jeffrey Epstein ait jamais pu concrétiser son rêve fou. Mais les rêveries eugénistes du riche financier ont marqué certains de ceux qui l'ont côtoyé. Jaron Lanier, l'un des pères de la réalité virtuelle, confie même au Times avoir eu l'impression que les fêtes organisées par Epstein, où étaient conviées de belles femmes au parcours universitaire brillant, avaient pour but de trouver des candidates à l'insémination. Lors d'une conférence dans les îles Vierges des États-Unis consacrée à la gravité en 2006, à laquelle participaient les physiciens Stephen Hawking et Kip Thorne, Epstein avait fait part de son intérêt pour l'amélioration du génome humain. Il était fasciné par la transmission de certaines caractéristiques génétiques et y voyait la possibilité de créer des humains supérieurs. Selon Pinker, Jeffrey Epstein considérait avec scepticisme la lutte contre la famine et contre la pauvreté au motif que ses efforts pour améliorer les conditions de vie aggravaient la surpopulation. Epstein, comme d'autres penseurs, comme d'autres philanthropes qui veulent entre guillemets sauver le monde, veulent quand même un équilibre à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui décèdent, parce qu'après tout, c'est des vies qui ne méritent pas d'être vécues selon eux.
En 1996, l'artiste Maria Farmer alerte les autorités locales et fédérales au sujet d'une agression sexuelle qu'elle aurait subie aux mains de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell lors de son travail comme artiste en résidence dans la propriété de Leigh Wexner dans l'État d'Ohio. Moins d'un an après cette plainte, l'actrice Alicia Arden signale à la police de Los Angeles que Jeffrey Epstein se serait fait passer pour un recruteur de la marque de lingerie Victoria's Secret appartenant à Leigh Wexner avant une autre agression sexuelle alléguée. Ghislaine, comme vous souhaitez, enfin en tout cas, Ghislaine Maxwell a rencontré le financier américain Jeffrey Epstein au début des années 1990 dans une fête à New York, après une rupture difficile avec le comte Gianfranco Cigogna. Des hôtels Siga, aujourd'hui propriété de Starwood Hotel and Resorts Worldwide. Elle a eu une relation amoureuse de plusieurs années avec lui au début des années 1990 et est restée très proche de lui au cours des décennies suivantes. La nature de leur relation reste indéterminée. Dans une déposition de 2009, plusieurs employés de maison d'Epstein ont témoigné que Ghislaine Maxwell jouait un rôle central dans sa vie publique et privée, la qualifiant de sa petite amie principale, aussi chargée d'engager, de surveiller et de licencier le personnel à partir de 1992 environ. Elle a aussi été qualifiée de Lady of the House par les employés d'Epstein et de son agressive assistante. Dans un portrait d'Epstein paru en 2003 dans Vanity Fair, la journaliste Vicky Ward indique que celui-ci la désignait comme « ma meilleure amie ». Ward a aussi observé que Ghislaine Maxwell semble organiser une grande partie de sa vie. Ghislaine Maxwell a attiré l'attention de la presse pour son amitié avec le prince Andrew, le deuxième fils de la reine Elisabeth II, qui a assisté à des événements mondains avec elle à New York. Elle lui a présenté Epstein et tous les trois sont souvent sortis ensemble. En 2000, Ghislaine Maxwell et Epstein ont assisté à une fête donnée par le prince Andrew dans la propriété royale du comté de Norfolk pour le 39e anniversaire de Ghislaine. Celle-ci a aussi été photographiée avec Bill Clinton, Donald Trump et l'avocat Alan Dershowitz. En 1995, Epstein a renommé une de ses entreprises de Palm Beach, The Ghislaine Corporation. Celle-ci a été dissoute en 1998. En mars 2005, une femme a contacté la police de Palm Beach en affirmant que sa fille de 14 ans avait été emmenée au manoir de Jeffrey Epstein par une fille plus âgée et payée $300 après un déshabillage en sous-vêtements et avoir été massée. La police a entamé une enquête, 11 mois, suivie d'une perquisition concluant qu'Epstein avait payé plusieurs escortes pour accomplir des actes sexuels avec lui. Sur la base des dires de 5 victimes présumées et 17 témoins sous serment, d'un relevé de notes et d'objets trouvés chez Epstein, les enquêteurs ont conclu que certaines des filles étaient mineures au moment des faits. Un grand nombre de photos de jeunes filles ont été trouvées partout dans la maison, dont certaines avaient été auditionnées plus tôt par la police. Selon les enquêteurs, en 2006, Epstein avait caché des caméras dans de nombreux endroits de sa propriété pour enregistrer les rapports sexuels entre des personnalités et des prostituées à des fins criminelles telles que le chantage. Malheureusement, on n'aura pas les noms des personnes qui étaient photographiées, de ces personnalités importantes. Epstein avait mis en place un système pour recruter des jeunes femmes par d'autres femmes, pour ses services de massage. 2 femmes de ménage ont déclaré à la police qu'Epstein recevait des massages chaque jour quand il était à Palm Beach. En mai 2006, la police de Palm Beach a finalement émis une inculpation pour plusieurs chefs d'accusation, dont relations sexuelles illégales avec des mineurs et atteinte à la pudeur. À la demande de son équipe d'avocats, dont Gerald Lefcourt, Alan Dershowitz et plus tard Ken Starr, Epstein a subi un test au détecteur de mensonges où il a été demandé s'il connaissait le statut de mineur des filles, bien qu'un détecteur de mensonges ne soit généralement pas recevable devant la cour d'un tribunal. Au lieu de suivre les recommandations de la police, les procureurs ont examiné des éléments de preuve faibles et les ont présentés à un grand jury. L'ancien chef de la police de Palm Beach, Michael Reiter, a plus tard écrit au procureur de l'État, Barry Kreitcher, en se plaignant de la manière très inhabituelle dont l'affaire était conduite et en lui demandant de s'en retirer. Le grand jury n'a retenu qu'une seule accusation criminelle, sollicitation de prostitution, pour laquelle Epstein n'a pas plaidé coupable en août 2006. En 2005, une adolescente de 14 ans raconte à la police avoir été agressée sexuellement par le milliardaire dans sa maison à Palm Beach, où elle aurait été conduite par 2 autres filles. Le responsable de la police locale, Joseph Recarey,
prend alors en charge l'affaire et découvre plusieurs cas similaires, de la Floride au Nouveau-Mexique en passant par New York. Au total, The Miami Herald estime aujourd'hui que près de 80 jeunes filles auraient été victimes de Jeffrey Epstein entre 2001 et 2006. Une fois enrôlées, leurs noms étaient inscrits dans le petit livre noir, sorte de carnet d'adresses qui répertoriait ses proies par lieu de résidence, y compris Paris, selon le site américain Gawker. Des filles, souvent très jeunes et vulnérables, recrutées pour qu'elles le massent et dont il aurait abusé sexuellement moyennant une contrepartie financière allant parfois jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Certaines d'entre elles auraient également été utilisées comme rabatteuses, à l'instar de Courtney Wild, âgée de 14 ans lorsqu'elle rencontre Jeffrey Epstein. À 16 ans, je lui avais probablement amené 70 à 80 filles de 14 à 15 ans, relate-t-elle au journal américain. Des rabatteuses formées au préalable par Ghislaine Maxwell, amie de longue date et maîtresse présumée de l'ancien trader, affirme The Cut. Selon des documents présentant des messages sur un bloc-notes tiré du manoir d'Epstein à Palm Beach en 2005 et obtenu par le Daily Mail, Jean-Luc Brunel, de son vrai nom Jean-Luc Benchemoul, aurait proposé à Epstein 2 fillettes de 8 ans, donc même si la plupart des victimes semblent être des adolescentes, le milliardaire semblait également s'attaquer à des proies bien plus jeunes encore. Et là déjà on peut s'interroger, pourquoi la justice française, depuis 2005, n'avait rien fait contre Jean-Luc Benchemoul? Voici le petit message. J'ai trouvé une professeure pour t'apprendre le russe. Elle a 2 fois 8 ans, elle n'est pas blonde, les leçons sont gratuites et tu peux avoir ton premier cours aujourd'hui si tu le rappelles. Quand il parle d'apprendre le russe, est-ce qu'il fait référence à des filles qui pourraient provenir d'Ukraine, proche de la Russie, où l'on voit que un enfant sur 10 dans le monde qui est exploité provient d'Ukraine? La réflexion peut se poser. Surtout quand, on va le voir par la suite, il y a un approvisionnement de jeunes filles en Europe de l'Est. Lors de l'enquête, qui débute en 2005, des fouilles de la maison d'Epstein à Palm Beach mènent à la découverte de 2 caméras cachées et d'un grand nombre de photos de filles, dont certaines avaient été interrogées par la police lors de l'enquête. Plusieurs personnes accusent Jeffrey Epstein d'avoir installé un réseau de caméras partout dans ses résidences, filmant des rapports sexuels compromettants des personnalités à qui il aurait procuré de jeunes femmes. Un tel système aurait été utilisé pour leur faire du chantage et pourrait potentiellement être l'une des sources de sa fortune. Quand on sait que la pédocriminalité génère des milliards d'euros par an, pire que le trafic de drogue, pire que le trafic d'armes. Le 30 juin 2008, aucune des 36 victimes mineures présumées, alors identifiées, n'est présente. Quand le verdict tombe, Jeffrey Epstein est condamné à 13 mois de prison pour avoir eu recours au service de dizaines de prostituées mineures, motif d'accusation pour lequel il plaide coupable. Une peine dérisoire au vu de l'acte d'accusation fédérale de 53 pages détaillant ses agissements, obtenu après un accord de négociation, 2 peines conclues avec le procureur du district sud de Floride de l'époque, Alexander Acosta, secrétaire au travail dans l'administration de Donald Trump. Epstein a commencé à purger sa peine de 18 mois d'emprisonnement dans un établissement qui l'autorisait à travailler à son bureau 6 jours sur 7. En clair, il n'était pas vraiment emprisonné. Mais depuis de nombreuses années, plusieurs victimes présumées de Jeffrey Epstein contestent cet arrangement. Elles estiment ne pas avoir été entendues, violant ainsi la loi sur le droit des victimes. Pendant sa détention, Jean-Luc Brunel lui rend visite 67 fois selon les archives de la prison consultées par le Guardian. 2 slips féminins. En 2008, Jeffrey Epstein, alors en prison en Floride pour abus sexuels sur mineurs, a commandé depuis la prison des sous-vêtements taille small pour adolescentes, selon des milliers de pages de documents du bureau du shérif obtenus tout récemment par le Miami Herald. Pendant son séjour à la prison de Palm Beach, le client, comme on le surnommait, pouvait sortir quand il voulait de sa cellule pour aller regarder la télévision. Mais surtout, il avait le droit de quitter le centre de détention jusqu'à 12 heures par jour pour aller vaquer à ses affaires 6 jours par semaine dans une voiture avec chauffeur, ce qui lui a permis de continuer à avoir au moins une relation avec une très jeune fille durant cette période. Au bout de quelques mois, il a été autorisé à s'abstenir 7 jours sur 7 et à passer à l'extérieur, dont chez lui 16 heures par jour. Il avait aussi beaucoup de rendez-vous médicaux, notamment chez un chiropracteur. Au total, près de 40% de son temps se passait hors de la prison. Il était supposé travailler dans une organisation non gouvernementale qu'il avait créée juste avant son emprisonnement. Mais apparemment, on ne l'y voyait guère. L'ONG a fermé quand il a terminé sa peine. Lorsqu'il était à l'extérieur, Epstein était surveillé par des policiers hors service
qui devait porter un costume, était payé à l'heure par le financier. Le bureau du shérif a reçu ainsi 128 000 $ pour ce service. Parfois, ils gardaient la porte et surveillaient plutôt ce qui se passait à l'extérieur que leurs clients. Dans un email obtenu par le Miami Herald, le shérif se justifie disant que le détenu est un individu avec des moyens inhabituels, qui n'est pas bien versé dans la routine carcérale et donc autorise que sa cellule reste ouverte. La direction de la prison lui passe tout presque. Les gardes ont tout de même confisqué un livre intitulé « Exercices faciaux qui empêchent un vieillissement prématuré », que l'un de ses avocats voulait faire entrer en douce. La procureure adjointe de Floride de l'époque s'est plainte apparemment de ce traitement de faveur dans une lettre au shérif de Palm Beach. L'autoriser à passer du temps dans son bureau, à téléphoner, surfer sur internet et se faire livrer à manger n'est probablement pas en accord avec les objectifs de l'emprisonnement, écrit-elle. Mais personne ne sait si ces critiques ont eu de l'effet. Petite parenthèse à nouveau, n'hésitez pas à liker, partager et à laisser un commentaire, rien que pour le référencement ça serait sympa. Je continue. Avec l'argent amassé, Jeffrey Epstein fait construire une villa panoramique à Palm Beach, un château à Santa Fe et s'offre 2 avions dont un Boeing 727. Le deuxième, surnommé Lolita Express. En décembre 2007, un long article du New York Magazine mentionne son nom pour la première fois. Les 2 filles ont eu des rapports sexuels avec Epstein et Nadia Marcinkova, une beauté de 19 ans définie par Epstein comme son esclave sexuelle. Il l'aurait achetée à sa famille en Yougoslavie. La Yougoslavie, pour information, c'est ce qui réunit notamment la Bosnie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, et c'est donc notamment en Bosnie et avec le Kosovo, etc., qu'il y avait eu des scandales de trafic humain. Retracer sa route, c'est décrire un chemin emprunté par nombre de celles qui rêvent de podium et finissent dans un cloaque à la merci de prédateurs. Nadia serait née en 1986 en Tchécoslovaquie. L'enquête ne démontre pas clairement comment elle débarque en Amérique. Elle évoque un recruteur qui l'y aurait emmenée en 2000. Son profil LinkedIn précise qu'elle a été mannequin pendant 10 ans. Peu de traces subsistent. La clé de l'énigme réside peut-être dans la déposition en 2010 de l'ancienne comptable de l'agence de mannequins MC2, basée à New York et Miami, propriété du français Jean-Luc Brunel. Cette fille n'a jamais travaillé et elle n'a pas été mannequin. Elle habitait dans un endroit appartenant à Epstein, en fait à New York, dont un appartement au nom de son frère, puis a disparu. L'employé de MC2 devait fournir à un tas de filles, pas toujours modèles ni majeures, des papiers en règle. Mais qui fournissait ces papiers, au niveau de la France, au niveau de l'Amérique, etc. À noter, Epstein avait donné $1 million à MC2. On perd Marcinkova, on la retrouve le 22 août 2003, quand le prénom Nadia est crayonné par le commandant de bord sur les registres de vol. Elle a voyagé dans le Gulfstream 2, immatriculé N909JE d'Epstein. Le pilote nomme son patron et les initiés par leur initiale. La nouvelle Nadia vole de Palm Beach à Saint-Thomas aux Caraïbes avec JE SK Sarah Karen. Après quelques trajets, elle-même deviendra NM. Ces carnets de vol diffusent une impression de frénésie. Epstein vit au ciel. Il grimpe une dizaine de fois par mois dans son vieux Boeing 727 personnalisé ou dans son Gulfstream. Comme s'il n'y avait pas d'obligation autre que son bon plaisir. L'Ohio, la Floride, Paris, Sao Paulo, l'Afrique. Aux côtés de GM, Ghislaine Maxwell, SK ou AM, Adriana Munkiska, une autre assistante, des célébrités apparaissent. L'ancien président Bill Clinton, avec ses gardes du corps, est répertorié selon Fox News. Sur 26 vols, 4 dans le Boeing surnommé depuis Lolita Express. On trouve aussi les noms du prince Andrew, de Naomi Campbell, du secrétaire d'État au Trésor Larry Summers, de l'avocat Alan Dershowitz. Une actrice française retourne à New York depuis l'aéroport de Saint-Thomas aux Caraïbes. En 2003, NM accompagne Epstein au Nouveau-Mexique et en Californie, à Palm Beach, dans l'île privée de Little St. James. L'enquête entamée en 2005 pour des faits supposés de pédophilie s'ébruite, Bill Clinton s'éloigne. Jean-Luc Brunel, de son vrai nom, Jean-Luc Benchemoul maintenant on le sait, et Jeffrey Epstein se connaissent depuis 2000. Cette année-là, ils voyagent ensemble à bord du jet privé d'Epstein. En 2004, les 2 hommes créent l'agence de mannequins MC2. Jean-Luc Brunel s'installe aux États-Unis pour en prendre la tête. L'entreprise aurait en fait servi, selon plusieurs femmes, à obtenir des visas pour des jeunes filles européennes que Jean-Luc Brunel utilisait comme esclaves sexuels pour lui comme pour ses amis. Tout particulièrement Jeffrey Epstein. C'est ce qu'affirment 2 femmes dans une plainte commune, et ce que soutient Maritza Vasquez,
l'ancienne comptable de Jean-Luc Brunel, dans une déposition de 2010 citée par Libération et Mediapart. Des retranscriptions de messages vocaux laissés à Epstein par Jean-Luc Brunel et versés au dossier américain, vont dans le même sens. J'ai trouvé une professeure pour t'apprendre le russe, elle a 2 fois 8 ans, elle n'est pas blonde, les leçons sont gratuites et tu peux avoir ton premier cours aujourd'hui si tu le rappelles, indique l'une de ses notes. En échange des services de Jean-Luc Benchemoul, Jeffrey Epstein aurait versé plus d'$1 million à MC2, en plus de mettre un immeuble new-yorkais à sa disposition gratuitement et à celle de ses mannequins qui devaient payer un loyer. Jean-Luc Benchemoul a également fait plusieurs voyages dans le jet privé du milliardaire, selon les carnets de vol de l'appareil. De nombreuses jeunes filles ont aussi pris place à bord de l'avion, surnommé le Lolita Express. Virginia Roberts-Giuff, une accusatrice de Jeffrey Epstein, accable aussi Jean-Luc Brunel dans sa plainte, déposée en 2015. La jeune femme affirme avoir eu des relations sexuelles avec lui à plusieurs reprises entre 16 ans et 19 ans, y compris en France, comme le rapporte Mediapart. Le seul lien de leur amitié semble être que Brunel pouvait obtenir des douzaines de filles mineures et nourrir le grand appétit d'Epstein et de Maxwell pour les rapports sexuels avec des mineurs. Jeffrey Epstein, poursuit-elle, m'a dit qu'il avait couché avec plus d'1 millier de filles de Brunel, et tout ce que j'ai vu confirme cette affirmation. 1 millier de filles de Brunel, juste pour Epstein. On parle même pas de ce qui a transité dans leur réseau. Venant d'où ? De Jean-Luc Brunel, un Français qui exploite, qui trafique des êtres humains venant de l'Europe de l'Est notamment. Voici quelques photos de Jeffrey Epstein à Disney World à Orlando en Floride. À son retour d'avion, semblerait-il qu'il ait une mineure dans ses bras. Petite photo de l'île d'Epstein à gauche et de Disney à droite. On voit qu'ils ont la même toiture au niveau de la couleur. Alors est-ce que c'est un code ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'en tout cas au niveau des îles et au niveau de pays où il fait chaud, il y a des couleurs assez claires pour éviter que la chaleur soit retenue. Mais bon, y a-t-il un code ou non au niveau de ces structures avec des toitures bleues ? Sur cette photo, donc vous voyez au milieu la propriété de Palm Beach, à droite une de ses propriétés à New York, au centre le ranch, et en bas à gauche son appartement sur Paris, à quelques centaines de mètres de l'hôtel St. James, qui semble en tout cas remplir les caractéristiques décrites par une petite, par rapport à des sacrifices, par rapport à des rituels sataniques, par rapport à de la pédocriminalité. En janvier 2015, une Américaine de 31 ans, Virginia Roberts-Giuff, a affirmé sous serment qu'à l'âge de 17 ans et de 1999 à 2002, elle avait été utilisée par Epstein comme esclave sexuelle à son service et celui de ses amis puissants, dont le prince Andrew et un professeur de droit de Harvard, Alan Dershowitz. Elle a affirmé avoir subi des abus physiques qui lui ont fait craindre le pire pour sa vie. Elle a allégué que le FBI pourrait avoir été impliqué dans une couverture, évoquant aussi le recrutement d'autres filles. Le prince Andrew, Epstein et Alan Dershowitz ont tous nié avoir eu des rapports sexuels avec elle, et Dershowitz a intenté une action judiciaire contre ces accusations. Un journal censé appartenir à Virginia Roberts a été publié en ligne. Ils démentent tous, mais c'est la panique à bord. Le 15 février 2022, le prince Andrew et Virginia Giuff ont conclu un accord à l'amiable. Accusé d'agression sexuelle par cette dernière, le fils de la reine Elisabeth II risquait de se retrouver prochainement devant le tribunal pour répondre de ces accusations. Une situation embarrassante pour la famille royale à quelques mois du jubilé organisé pour célébrer les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Grâce à cet accord conclu entre les parties, le problème est désormais réglé. Comme quoi, l'argent risque d'acheter le monde entier finalement. Les pires perversions, les pires actes criminels sont pardonnés par l'argent. Un document de la cour allègue qu'Epstein a procuré des jeunes filles mineures à d'éminents politiciens américains, puissants dirigeants d'entreprise, des présidents étrangers, un premier ministre bien connu et d'autres dirigeants du monde. Le 7 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté pour trafic sexuel de mineurs. La nouvelle procédure concerne de nouvelles victimes et de nouveaux témoins qui auraient été entendus dans les mois précédant son arrestation. Inculpé le lendemain, Jeffrey Epstein est incarcéré à New York, au Metropolitan Correctional Center. Son procès est fixé par le procureur à juin 2020. Le 23 juillet 2019, Jeffrey Epstein a été trouvé blessé à demi conscient avec des marques au cou dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de Manhattan à New York.
Un juge fédéral avait refusé sa demande de remise en liberté sous caution, même si ce dernier était prêt à verser plus de 100 millions de dollars, à porter un bracelet électronique et à accepter l'installation de caméras pour suivre les allées et venues. Selon plusieurs sources, à NBC News, l'homme âgé de 66 ans et ami des personnalités très influentes comme Donald Trump, l'ex-président démocrate Bill Clinton ou encore le prince Andrew, fils de la reine britannique Elizabeth II, aurait peut-être tenté de se pendre. Les gardes de la prison essayent aussi de déterminer si le financier a pu être victime d'une agression. Le 10 août 2019, à 6h30 du matin, alors que les gardiens distribuaient le petit déjeuner, Epstein a été retrouvé inanimé dans sa cellule de prison du Metropolitan Correctional Center à New York. Agenouillé, avec une bande de drap enroulée autour du cou. Le drap était attaché au sommet de sa couchette. On pense qu'il était ainsi depuis environ 2 heures. Les gardes ont pratiqué un massage cardiaque sur Epstein, et d'autres prisonniers les auraient entendus crier « Respire Epstein, respire !» À 6h33, les gardiens ont donné l'alerte, avertissant leurs supérieurs à qui ils ont dit « Epstein s'est pendu ». Transporté en urgence absolue vers l'hôpital new-yorkais le plus proche, Jeffrey Epstein est déclaré mort à 6h39. L'administration pénitentiaire fédérale américaine annonce officiellement quelques heures plus tard via les médias de la mort du milliardaire qui se serait donc suicidé à l'âge de 66 ans. Le procureur de New York, Geoffrey Berman, évoque un suicide apparent. Dans les jours qui suivent, le directeur de la prison est muté et 2 employés sont suspendus. Une photo inédite de l'autopsie de Jeffrey Epstein montre que le défunt pédophile a subi 3 fractures au cou. Les blessures qu'un médecin légiste embauché par sa famille affirme être plus compatibles avec un homicide qu'un suicide. Epstein, 66 ans, a eu 2 fractures de chaque côté de son cartilage thyroïdien, près de la pompe d'Adam et au-dessus d'une côte gauche de son os hyoïde, selon l'image fournie à Law and Crime mercredi par le docteur Michael Baden. Ces 3 fractures sont extrêmement inhabituelles dans les pendaisons suicidaires et pourraient se produire beaucoup plus fréquemment lors de la strangulation homicide, a déclaré Baden. Je n'ai pas vu ceci depuis 50 ans où cela s'est produit dans une affaire de pendaison suicidaire. Dans les pendaisons suicidaires, la fixation remonte généralement sous la mandibule, l'os de la mâchoire, qui est un os dur. Il ne se fracture pas, a expliqué Baden. 2 jours avant de se suicider, le financier Jeffrey Epstein a paraphé un testament confiant tous ses biens à un trust aux bénéficiaires inconnus, selon le New York Post, citant des documents judiciaires. D'après ces documents, enregistrés dans les îles Vierges américaines, Epstein a confié ses biens, chiffrés à quelque 577 millions de dollars, à un trust dénommé le Trust 1953, affirme le journal. Une telle méthode est classique pour protéger la confidentialité des bénéficiaires, selon un avocat cité par le New York Post. Aucun bénéficiaire n'est nommé dans le testament, qui identifie uniquement les personnes chargées de l'exécuter, a ajouté le journal. La mort, le 10 août, dans une prison fédérale new-yorkaise de Jeffrey Epstein, figure de la jet set, avait mis fin de facto aux poursuites le visant pour avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures. Cette disparition a privé les victimes présumées d'un procès qui s'annonçait retentissant. Selon le procureur fédéral de Manhattan, les 2 gardiens Tova Noel, 31 ans, et Michael Thomas, 41 ans, n'ont pas fait les rondes de surveillance qu'ils étaient censés faire dans la nuit du 9 au 10 août. Ils sont restés à leur bureau, ont surfé sur le net et se sont promenés dans les parties communes de leur unité, a affirmé le procureur cité dans un communiqué. Pour dissimuler leurs manquements, Tova Noel et Michael Thomas ont signé de faux certificats attestant avoir fait plusieurs rondes de comptage des prisonniers, ce qui n'était pas le cas, a encore accusé le procureur. Aucune ronde n'a été effectuée entre 22h30 le 9 août et 6h30 le 10 août, heure à laquelle le corps d'Epstein a été découvert dans sa cellule, selon le procureur. Quelques jours après le drame, le ministre américain de la Justice, William Barr, avait déploré de graves dysfonctionnements dans cette prison réputée particulièrement sûre. Le directeur de l'établissement, le Metropolitan Correctional Center, avait été muté et les 2 gardiens suspendus. Dans ce document, la vaste résidence du financier à Manhattan, où il aurait abusé de nombreuses jeunes filles, y compris des mineurs, est évaluée à près de 56 millions de dollars. Son ranch du Nouveau-Mexique à 17 millions. Sa propriété parisienne, avenue Foch, à 8,6 millions, et les 2 îles qu'il possédait dans les îles Vierges, Little St. James Island, surnommée par certains île de la pédophilie, et Great St. James Island, racheté récemment, où il prévoyait des travaux, à quelques 85 millions au total. À ces biens immobiliers s'ajouteraient quelques 307 millions en actions et autres placements, 56 millions en liquidités et 18,5 millions pour ses avions privés, bateaux et voitures selon le journal. Les documents déposés incluent aussi une copie du certificat de décès du financier,
daté du 15 août sans préciser sa cause. La mort a été confirmée comme un suicide par pendaison par le médecin légiste en chef de New York le 16 août. Parmi les points qui font polémique, il y a l'absence de surveillance du détenu. Au mois de juillet 2019, Epstein avait été retrouvé dans sa cellule avec des marques autour du cou et les autorités avaient tenté de déterminer s'il avait été attaqué ou s'il avait tenté de se suicider. À la suite de cet incident, Epstein avait été placé sous surveillance pour risque de suicide. Malgré cela, le personnel de la prison n'a pas contrôlé la cellule d'Epstein pendant plusieurs heures avant sa mort, violant ainsi le protocole qui prévoit que toutes les 30 minutes, quelqu'un vérifie la cellule. En outre, Epstein n'aurait pas dû être seul dans sa cellule. Une personne partageait bien sa cellule, mais a été transférée la veille, pour des raisons non encore élucidées, et il n'a pas reçu de nouveaux compagnons de cellule. Epstein, qui avait déjà été placé sous surveillance, est donc resté seul et sans surveillance. Les premiers résultats de l'autopsie n'ont fait que renforcer les interrogations concernant la mort d'Epstein. Le docteur Mark Siegel estime qu'il est maintenant plus probable que la mort de Jeffrey Epstein soit un homicide plutôt qu'un suicide, en raison de l'autopsie complète du corps d'Epstein, qui a trouvé des os cassés dans le cou, y compris l'os hyoïde. L'os hyoïde, qui se trouve près de la pomme d'Adam, peut être brisé lors d'un suicide par pendaison, mais sa fracture est statistiquement plus fréquente dans les cas de meurtre par strangulation, comme l'indique le Washington Post. Le 16 août, le rapport d'autopsie confirme que Jeffrey Epstein s'est suicidé par pendaison. Selon des responsables anonymes cités par le New York Times, il aurait utilisé des draps pour se donner la mort. D'après le New York Post, il aurait rédigé 2 jours avant sa mort un testament confiant sa fortune à un trust dont les bénéficiaires sont inconnus. Le 30 octobre, le New York Times publie un article remettant en question le premier rapport d'autopsie. Un autre médecin, le docteur Michael Baden, engagé par le frère d'Epstein, réfute la version du suicide, notamment parce qu'Epstein a eu plusieurs fractures de l'os hyoïde, os du cou, ce qui est très inhabituel dans le cas d'une pendaison et serait plutôt un signe d'homicide par strangulation. 40 pièces, 7 étages et près de 2000 mètres carrés. C'est la taille de la résidence principale de Jeffrey Epstein. Après une perquisition, la police a pu fournir des détails sur la décoration de cet hôtel particulier situé dans l'Upper East Side, le très chic quartier de l'île de Manhattan. La maison, estimée entre 56 millions et 67 millions de dollars, est l'une des plus grandes de la ville de New York. Elle était le lieu des activités suspectes de Jeffrey Epstein. Bill Clinton, robe bleue et talons rouges, célèbre tenue de Monica Lewinsky, mais qui ressemble également à une robe de Hillary Clinton, assis de travers sur un siège dans le bureau ovale. C'est l'un des tableaux qu'il était possible d'apercevoir pour quiconque entrait dans la demeure de Jeffrey Epstein. Il était ostensiblement accroché juste à l'entrée dans une pièce à droite, a confié une source policière au New York Post. Autre œuvre d'art citée à plusieurs reprises dans l'inventaire de la maison, une fresque représentant Epstein lui-même, entouré de surveillants de prison, sur fond de barbelés. C'est moi, et j'ai commandé ce tableau parce qu'il y a une possibilité que ce soit de nouveau moi un jour, avait confié Epstein à un visiteur dont le témoignage est retranscrit par le New York Times. Plusieurs témoins rapportent également l'existence d'une poupée grandeur nature pendue à un chandelier ou encore un mur couvert de rangs d'yeux de verre en provenance d'Angleterre, fabriqués pour les soldats blessés. Au pied de l'escalier se trouve aussi un jeu d'échecs dont les pions ont été inspirés des membres du personnel de la maison, habillés de manière suggestive. The New York Post s'est ainsi procuré la photo également d'un tigre empaillé qui décorait le bureau de Jeffrey Epstein. Celui-ci a été fourni par un investisseur venu s'entretenir avec l'homme d'affaires pour un projet. Dans ce même bureau se trouve un mur des célébrités, affichant les portraits de Woody Allen ou Mohammed Ben Salman, prince héritier aujourd'hui à la tête du royaume d'Arabie Saoudite. L'hôtel particulier d'Epstein n'est qu'une petite partie de son patrimoine immobilier. 1996, première visite de Jeffrey Epstein à Paris. Il revient à raison de 4 à 5 fois par an dans la capitale. On peut se demander ce qui l'a attiré dans cette capitale. On peut se demander en effet. Un réseau pédocriminel? Certainement. Juin 2002. Il acquiert un appartement de 800 mètres carrés pour 3,5 millions d'euros, 22 avenue Foch, dans le 16e arrondissement, estimé aujourd'hui à 7,8 millions d'euros. Appartement à quelques centaines de mètres de l'hôtel St. James. 2012. Il fréquente le Paris mondain, comme chez la princesse Bourbon des Deux Siciles, pour une soirée en l'honneur de Woody Allen. Parmi les autres, Charles Aznavour et Jack Lang. 29 mars 2019, 30e anniversaire de la pyramide du Louvre. Jeffrey Epstein est invité par Jack Lang. Le père et la fille s'expliquent par médias interposés.
En réponse à la lettre ouverte de Dylan Farrow, dans laquelle elle accuse son père Woody Allen de l'avoir violée quand elle avait 7 ans, le réalisateur avait répliqué vendredi dans le New York Times. Dans sa tribune, il réaffirme son innocence et accuse Mia Farrow d'avoir manipulé leur fille adoptive. Des déclarations que Dylan n'a pas appréciées. À nouveau, Woody Allen m'attaque, moi et ma famille, avec pour seul objectif de me faire taire. Mais rien de ce qu'il pourra dire ne changera la vérité, a répliqué la jeune femme de 28 ans dans The Hollywood Reporter. Pendant 20 ans, j'ai hésité à raconter ce qu'il m'a fait. Je vivrai avec ses souvenirs et ses expériences tout le reste de ma vie, poursuit-elle. Dans sa lettre, Woody Allen évoquait un rapport médical daté de 1993 qui affirme que Dylan n'a pas été sexuellement agressé par Woody Allen. On les connaît, ces pervers qui ont en amis des médecins qui peuvent leur faire n'importe quel type de document. Un document qui ne prouve en rien son innocence. Selon Dylan, dans sa lettre ouverte, il ressasse ce jargon juridique complètement mensonger qu'il utilise contre moi depuis ces 20 dernières années, affirme-t-elle. Pour appuyer sa version des faits, elle évoque une décision de la Cour suprême de New York de 1992, date à laquelle la justice avait refusé que le cinéaste ait la garde de sa fille. Woody Allen a toute une équipe d'avocats et de publicitaires, mais ce qu'il n'a pas de son côté, c'est la vérité. Je ne laisserai pas la vérité être enterrée et je ne resterai pas silencieuse, a conclu la jeune femme. Dans son ouvrage, elle raconte sa première rencontre avec le réalisateur qui lui a par la même occasion présenté sa femme comme étant sa femme-enfant. Si dans son livre l'humoriste minimise la phrase affirmant que ce n'était qu'une blague, les révélations suivantes sont tout aussi gênantes. Durant leur dîner, les deux ont parlé de Miley Cyrus et Woody Allen n'a pas pu s'empêcher d'avouer qu'il était fan de la jeune femme et qu'il avait vu tous les épisodes de la série Hannah Montana dans laquelle l'actrice a 12 ans. Une annonce des plus étonnantes pour un homme de son âge, laissant paraître un malaise certain concernant Woody Allen et les jeunes filles. Dernièrement, Mia Farrow, son ex-femme qui a entretenu une relation de 12 ans avec lui et avec qui il a adopté Soon Hee, avait annoncé publiquement que Woody Allen possédait des photos de leur fille totalement nue. Le couple s'était d'ailleurs séparé lorsque l'actrice a découvert une relation sexuelle entre Woody Allen et Soon Hee. Selon son testament, bouclé peu de temps avant son décès, une société civile immobilière baptisée JEP, contrôlée par Epstein, détenait les titres de propriété de 5 unités à cette adresse, ainsi que 2 caves. Autre indice, le suivi des trajets des avions du riche financier a suggéré qu'il visitait fréquemment la capitale. Le site Insider avait révélé 11 vols à destination de Paris en 2018 et 2019. Que faisait-il avec des caves, avec des propriétés un peu partout, etc. L'employé de Jeffrey Epstein admet auprès de France Info avoir vu à plusieurs reprises Jean-Luc Benchemoul, le fondateur des agences de mannequins Karine Models et MC2 Model Management, cité dans la procédure judiciaire américaine. Selon 2 plaignantes, M. Benchemoul jouait le rôle de rabatteur pour Epstein, amenant aux États-Unis des jeunes filles venues de milieux modestes en leur faisant miroiter des jobs dans le mannequinat. « J'ai servi des têtes couronnées, des diplomates, des hommes d'affaires et hommes politiques », résume Gabriel. Et de citer en exemple l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, le prince Andrew, qui selon Gabriel aurait séjourné plusieurs nuits avenue Foch en l'absence d'Epstein, ainsi que le couple Bill et Melinda Gates. On retrouve d'ailleurs la trace du fondateur de Microsoft dans le registre des vols d'Epstein, où il est mentionné qu'il a voyagé seul en mars 2013. Récemment, en 2022, l'ancienne compagne de Bill Gates a témoigné. « Je n'ai pas aimé qu'il ait des rendez-vous avec Jeffrey Epstein. Ça non. Je lui ai dit de manière explicite », a révélé la philanthrope de 57 ans lors d'un entretien avec l'animatrice américaine Gayle King. Melinda Gates a précisé qu'elle avait rencontré l'homme d'affaires Jeffrey Epstein à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs une seule fois, pour voir qui était cet homme. Une entrevue qui lui laisse un goût amer ce jour. Il était odieux, le mal incarné. J'en ai fait des cauchemars, a-t-elle souligné, le cœur brisé pour ses victimes. Bill Gates a toujours affirmé que sa relation avec Jeffrey Epstein, rencontrée en 2011, était professionnelle. Une énorme erreur, a-t-il finalement déploré cet été. Fin août 2019, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle, notamment sur mineurs. Le procureur de Paris, Rémi Heitz, avait indiqué dans un communiqué que les investigations confiées à l'Office central de répression des violences faites aux personnes auront pour objet de mettre au jour d'éventuelles infractions commises non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'étranger au préjudice de victimes françaises et de possibles auteurs de nationalité française.
Étrangement, ça ne remonte pas les filières de l'Est pour l'instant, ça ne remonte pas les personnes qui procuraient les faux documents, les faux papiers, ça ne remonte pas les endroits où ces enfants, ces adolescentes et ces jeunes femmes étaient stockées, entre guillemets, et sont encore peut-être même prisonnières. Pour l'instant, on n'a aucune information, aucune arrestation liée à ce réseau, si ce n'est Benchemoul en France. L'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation, Jack Lang, a affirmé au site américain Politico que le don de 57 897 $ de Jeffrey Epstein à une mystérieuse association française, composée de plusieurs de ses proches ou ex-conseillers, était destiné à financer un film. Un film où il n'y a aucune image, aucun scénario, rien. Quel type de film? Est-ce que c'est peut-être un snuff movie? Pour pas les citer, ce type de film. Le seul des conseillers de l'ancien ministre à avoir répondu au Dauphiné par téléphone, Fabrice Parcy, toujours proche de M. Lang, dont le nom figure sur la déclaration de création de l'association, avait prétendu de son côté ne pas connaître cette association. Les deux autres personnes, Jacques Bernard, ancien président du Centre des Variétés, et tout comme Christophe Desgruel, actuel président de l'agglomération de Blois, Terre, où Jack Lang a longtemps œuvré, n'ont pas répondu aux multiples sollicitations du Dauphiné. Leurs noms apparaissent au sein de la mystérieuse association, respectivement en tant que trésorier et président. En janvier 1977, une pétition défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants a été publiée dans Le Monde, mais aussi dans Libération. Rédigée par Gabriel Matzneff, elle était notamment signée par Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Roland Barthès, Jack Lang ou encore Bernard Kouchner. Bien que Luc Ferry n'ait pas cité de nom au cours de l'émission, l'Express.fr a indiqué mercredi que les propos du philosophe faisaient référence à une vieille rumeur mettant en cause Jack Lang que rien n'est jamais venu étayer. Interrogé par le Figaro.fr, ce dernier a déclaré « Je ne souhaite pas me mêler de ces histoires pour l'instant. Cette affaire est tristement banale, a estimé l'ancien ministre PS de l'Éducation nationale. La vulgarité est de notre monde. Seront poursuivis pénalement tous ceux, journaux et personnes qui mettront mon honneur en cause. » Petite piqûre de rappel, qui est nécessaire. Le Jack Lang en question va défendre Pierre Bélanger, patron de Skyrock, et qui sera mis en cause, et même condamné, pour avoir exploité une jeune fille, même plusieurs personnes, dans des pratiques sadomasochistes, avec une idéologie de maîtres et d'esclaves qui devaient rapporter leur rapport sexuel et qui devaient d'ailleurs, pourquoi pas, recruter d'autres jeunes filles. Au cours de l'émission, de lundi du grand journal de Canal+, consacré au scandale sexuel touchant Dominique Strauss-Kahn et Georges Tron, l'ancien ministre de l'Éducation a provoqué la stupeur en citant un article paru samedi dans le Figaro Magazine. Vous avez un épisode qui est raconté d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Probablement ici, nous savons tous de qui il s'agit, a-t-il indiqué. Questionné sur l'identité de ce ministre, Luc Ferry s'est refusé à livrer un nom. L'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, a-t-il simplement déclaré, sans préciser s'il s'agissait du Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin. L'ancien chef du gouvernement a répondu mercredi ignorer totalement à quel événement son ancien ministre fait référence. Ceux qui veulent pareil plus de détails, je vous invite à voir une de mes précédentes vidéos sur les réseaux pédocriminels en France. Accusation d'agression sexuelle, Jack Lang affiche son soutien à Woody Allen. #Woody Allen Forever, I love you. Jack Lang, prêt à manifester. C'est ce dont je vous parlais précédemment. Militant des radios libres et ami de Pierre Bélanger, l'ancien ministre de la Culture Jack Lang aussi apporte son soutien à la radio jeudi matin. Craignant que Skyrock ne soit muselé et banalisé, il se dit prêt à descendre dans la rue pour la défendre. Le 3 novembre 2008, l'AFP, agence France Presse, rapporte que le PDG de Skyrock est condamné à 4 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption de mineurs, pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de 17 ans. Le 5 février 2010, la Cour d'appel de Paris allège sa condamnation à 3 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende, et il restera à la tête de Skyrock. C'est une avancée importante dans l'affaire Epstein. Interpellé mercredi 16 décembre par la police aux frontières à l'aéroport Charles de Gaulle, le Français, Jean-Luc Benchemoul, ex-agent de mannequin, a été mis en examen vendredi pour viol sur mineur et harcèlement sexuel avant d'être placé en détention provisoire, selon une information du Parisien. Il est notamment soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour le défunt millionnaire américain Jeffrey Epstein.
Dans ce pan de l'affaire, Jean-Luc Brunel est accusé par plusieurs anciennes top modèles d'avoir fourni des filles à son ami financier. Seulement, au début de l'enquête, la plupart des témoignages étaient prescrits, ce qui a poussé le parquet de Paris à lancer un appel à témoins. Selon une longue enquête du site d'investigation Mediapart, publiée le 13 août 2020, Jean-Luc Benchemoul livrait en effet des jeunes femmes, souvent mineures, à Jeffrey Epstein, afin d'en faire des esclaves sexuels. Les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, OCRVP, ont auditionné 2 jeunes filles françaises sur le cas Jean-Luc Benchemoul. Elles le décrivent comme un fournisseur de jeunes filles à Jeffrey Epstein, entre les années 1970 et 1980. Elles l'accusent aussi d'agression sexuelle. Le quotidien précise que les faits sont prescrits et les 2 victimes présumées n'ont pas porté plainte pour éviter l'exposition médiatique. Dans une plainte déposée en 2015 par Virginia Roberts-Giuffre, l'une des principales accusatrices de Jeffrey Epstein, on apprend que Jean-Luc Brunel n'aurait été ni plus ni moins que l'un des principaux pourvoyeurs de filles de l'homme d'affaires. L'agent de mannequin semble avoir eu un arrangement avec les autorités américaines pour obtenir des passeports et d'autres documents de voyage pour les jeunes femmes. Il amenait ensuite ces filles, âgées de 12 ans à 24 ans, aux États-Unis à des fins sexuelles et les remettait à ses amis, Epstein compris, confie Virginia Roberts-Giuffre à Mediapart. Selon elle, Jean-Luc Brunel choisissait ses filles dans des milieux pauvres. Il leur assurait ensuite qu'elles accéderaient à des emplois de mannequinat et leur faisait miroiter la promesse de gagner de l'argent. Mais une fois arrivée à Paris, le travail de ces jeunes femmes était tout autre. La témoin, interrogée par le média d'investigation, affirme ainsi elle-même avoir eu des relations sexuelles avec Jean-Luc Brunel entre 16 et 19 ans. Elle ajoute que le seul lien d'amitié entre Brunel et Epstein semblait être que Brunel pouvait obtenir des douzaines de filles mineures et nourrir le grand appétit d'Epstein pour des rapports sexuels. Et les descriptions sont hallucinantes. Jeffrey Epstein m'a dit qu'il avait couché avec plus d'1 millier de filles de Brunel, et tout ce que j'ai vu confirme cette affirmation. Les témoignages récoltés par Mediapart se suivent et se ressemblent. Tissia Huisman, une jeune Hollandaise, raconte elle aussi que Jean-Luc Brunel l'aurait fait venir à Paris dans son appartement. Un soir, il m'a drogué avec une boisson et m'a violé, raconte-t-elle. Je me suis retrouvé dans son lit, il était sur moi. Tissia Huisman fuit Paris, change de carrière, tente d'oublier cette histoire sordide. Mais de son séjour dans la capitale, la mannequin se rappelle des soirées chez son agent, où de très jeunes filles, de Russie, d'Ukraine et de Tchécoslovaquie, accompagnaient des hommes d'affaires plus âgés, dont un homme qui ressemblait à Epstein. Des filles de Russie, d'Ukraine, de Tchécoslovaquie. Le réseau de l'Europe de l'Est dont je vous parle depuis un moment maintenant. Je vous rappelle que cette vidéo sur le dossier de Jeffrey Epstein, j'avais déjà produit une vidéo un peu moins importante, quoique elle durait quasiment quand même 2 heures, sur ce réseau en question, où je parlais déjà de ça, de ce réseau de l'Europe de l'Est, et qu'il y a un silence radio. J'essaye de contacter Carl Zero, pour l'instant ça ne semble pas fonctionner. Donc je vais vous inviter à mettre des messages, et pourquoi pas récupérer les passages de ces articles de journaux, ou même je vais vous faire peut-être un message que je vous mettrai en descriptif, à le copier, à le coller, à partager en masse sur les contenus de Carl Zero, pour qu'il aille interroger les politiques sur ces réseaux, ou ce réseau plus précisément, lié à l'Europe de l'Est. Et pourquoi il y a un silence radio ? Parce que ce réseau nous mène au gratin de l'élite, au gratin du pouvoir. Ce réseau de pédocriminels va exploiter la crise dans les pays de l'Est et mène le trafic d'êtres humains, le trafic d'enfants en France et vers l'étranger. Ça, je vous l'écrivais en 2021. 2022, je pense que c'est d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine, des millions de femmes et d'enfants qui sont déplacés vers la Pologne, vers la Roumanie, sans sécurité, sans leurs hommes pour les protéger car ils doivent rester au front. Comprenez-vous un petit peu la mécanique qui se met en place ? Je vous invite à partager le travail. On va continuer. Celui qui aurait pu dénoncer ce réseau et qui a participé, Jean-Luc Brunel, semblerait-il, se serait suicidé dans sa prison. Suicidé ou il aurait été tué comme Jeffrey Epstein aux États-Unis. L'ancien agent de mannequin, qui s'est pendu dans sa cellule de la prison de la santé, devait être confronté à sa demande le 11 mars prochain à 2 femmes qui l'accusaient de viol et de harcèlement sexuel. C'est vraiment dommage. La mort de Jean-Luc Brunel signifie l'extinction de l'action publique, au moins dans le volet concernant les accusations de viol. Il pourra en être de même pour la partie de l'affaire concernant des faits de traite des êtres humains,
sauf si d'autres personnes devaient être mises en cause. Mais comme ça touche le gratin, et que ça touche ce réseau de l'Europe de l'Est, personne d'autre tombera pour le moment. Ce qui pour l'heure n'est pas le cas. Pour les plaignantes, c'est un sentiment de frustration qui domine. Brunel n'aura jamais l'occasion de s'expliquer devant un tribunal. Il a quand même été mis en examen et placé en détention provisoire. Mes clientes ont conscience que leur parole a quand même été prise en considération, estime néanmoins Anne-Claire Lejeune. Avant de conclure, il y avait une volonté qui dépassait leur intérêt propre. Elles le faisaient pour celles qui dénonçaient des faits prescrits. Il y avait quelque chose d'assez fort dans leur démarche. C'est vraiment dommage. Maintenant que vous commencez à comprendre et à prendre conscience de ce réseau de l'Europe de l'Est, je vous invite à visionner au moins ces 2 vidéos pour apporter du soutien, ne serait-ce que par un message, un partage, etc. Merci à vous. Jeffrey Epstein se serait vu offrir 3 fillettes de 12 ans comme cadeau d'anniversaire selon des documents d'un procès récemment révélé. Comble de l'horreur, un accord sur la prestation des 3 mineurs, venus spécialement de France et issus d'un milieu pauvre, aurait été conclu avec leurs parents en échange de contrepartie. Mais quelle horreur! C'est quoi notre pays, la France, là? Comment elle est tombée si bas? C'est pas possible. On doit se réveiller, nous, la population. On doit mettre dehors, on doit pénaliser, on doit condamner les gens qui font ça. Au moment où l'affaire Epstein explose, les gens commencent à s'interroger sur ce type de pratique, se disent « Attendez, même en France, il se passe ça. C'est quoi ça? C'est quoi ce réseau ?» L'INA censure un documentaire, Viol d'enfants, la fin du silence, diffusé des années en amont, dans les années 2000. L'INA s'empare de l'archive Brûlot, Viol d'enfants, la fin du silence, après 15 ans de présence sur le web. YouTube bloque le documentaire d'investigation le plus chaud de France. Cette décision est scandaleuse et incompréhensible, ou alors révélatrice, quant à ce que les Français ne devraient pas savoir. J'aborde un peu plus en détail tous ces éléments que l'on voit à l'écran, où l'enfant témoigne en pleurs, les enfants même, devrait-on dire, Marie et Pierre, témoignent par des dessins, parce qu'ils ont vécu par les traumatismes, avec des sacrifices d'enfants, des personnes qui font des rites sataniques, des personnes qui ont une idéologie en tout cas de prendre du pouvoir, de prendre de la puissance par des sacrifices, par du cannibalisme, par de la pédocriminalité, et tout ça c'est défendu entre guillemets, parce qu'au final, les enquêtes n'ont pas abouti, la juge Smadja Epstein fait passer les enfants pour délirants, qu'ils auraient une imagination débordante, etc. Alors que l'on voit notamment ce type de statut par exemple qui intéresse des milliardaires comme la Charrière, qui a son propre fils condamné pour détention de fichiers pédocriminels, proche ami de Macron. Bref, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer plus dans les détails par rapport à ce documentaire. Néanmoins, peut-être quand même ce point à soulever, c'est le dessin de la petite sur le lieu où se feraient ces crimes, ces rites. Ça semble en tout cas être l'hôtel Saint-James, à quelques centaines de mètres de la résidence d'Epstein en France. Aucun lien avec le dossier Jeffrey Epstein, vous êtes sûr? Quand on a au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse, de Frédéric Mitterrand, ou encore de Gabriel Matzneff, les petits garçons de 11 ans ou 12 ans que je mets ici dans mon lit sont un piment rare, ou que l'on a encore Cyril Legan, Claude Lévesque, Olivier Duhamel, Daniel Cohn-Bendit, et bien d'autres ordures encore du même genre. Et le dossier Zandvoort. D'ailleurs, je vous invite à voir l'excellent documentaire produit par Carl Zero. Interview Serge Garde, quand la justice laisse faire et protège. Serge Garde, journaliste et écrivain connu pour sa lutte contre la pédocriminalité, est ici invité chez Carl Zero. Il témoigne de l'inefficacité de la justice, la fermeture des dossiers, le martyre de Marcel Vervloisem. J'avais pour ma part déjà visionné le reportage de 90 minutes de Canal+, sur le fichier Zandvoort, où l'on apprend que la justice française a effectivement prononcé le non-lieu pour motif qu'il n'y avait pas d'enfants français sur le CD, alors qu'on y voyait, à titre d'exemple, parmi les milliers de victimes, ça m'avait fortement marqué, un bébé de 18 mois violé puis brûlé. Et surtout qu'on avait des parents qui disaient reconnaître leur enfant sur ce fichier-là. Et qu'on a même une autre personne qui s'est reconnue sur ces fichiers et qui a parlé pareil de messes sataniques, de rituels, etc., de sacrifices d'enfants africains. Et puis, la personne qui met fin à ce dossier Zandvoort, en France, mettra fin en même temps à l'affaire de Pierre et Marie. Étrange coïncidence tout ça. Au fil des années et des scandales sexuels visant le milliardaire, l'île Little St. James avait été rebaptisée tour à tour
l'île du vice, l'île aux orgies et l'île pédophile, tandis qu'Epstein lui préférait le surnom Little St. Jeff's. L'intérêt des badauds pour l'endroit a décuplé après la perquisition remarquée des services du FBI sur la propriété dans le cadre de l'enquête sur les circonstances exactes du décès d'Epstein. Maintenant, tout le monde se demande ce qu'il s'est passé là-bas et ce que va devenir l'île, a confié une locale à l'AP. Des dizaines d'agents du FBI ont été aperçus par des touristes lundi 12 août 2019, matin, en train de se déployer sur Little St. James Island, l'île privée de Jeffrey Epstein. Plusieurs médias américains rapportent en effet que les autorités ont perquisitionné l'île et fouillé la résidence de l'ancien homme d'affaires. Les forces de l'ordre soupçonnent Jeffrey Epstein d'avoir profité de l'intimité de ce lieu pendant des années pour y faire venir, avec son avion privé le Lolita Express, des mineurs dans le cadre de son réseau de trafic sexuel. Lors de la perquisition, les agents du FBI et de la police de New York auraient saisi 3 ordinateurs, d'après des images de drones recueillies par NBC News. D'après un ancien informaticien d'Epstein cité par NBC News, de nombreuses photos de jeunes filles dénudées étaient même affichées de manière permanente à l'intérieur de la demeure. Voici quelques clichés, notamment issus de drones, où l'on voit d'ailleurs des saisies de matériel informatique, même s'il y a certainement eu un premier nettoyage avant que le FBI vienne, comme d'ailleurs dans son habitation sur Paris, 2 jours ou 3 jours avant, il y a eu une visite qui a été rendue, alors on ne donne pas d'informations, si du matériel est sorti, combien de personnes sont allées rendre visite à son domicile et compagnie. Une autre vidéo comprenait un regard de près sur l'imposant temple à rayures bleues et blanches qui occupe la place centrale, qui selon le couple n'est en fait guère plus qu'un mur épais. C'est juste un mur plat, la porte est peinte, a déclaré Berwick dans la vidéo We Are Change, l'appelant le petit temple le moins cher que j'ai jamais vu. Alors est-ce que c'est pour donner une illusion, pour cacher peut-être un autre lieu? On ne sait pas vraiment. Cela ressemblait presque à un décor hollywoodien. La vidéo confirme également l'amour d'Epstein pour les œuvres d'art tordues, une chaise semblant être faite de défense et de peau d'animal. La chose la plus intéressante que j'ai trouvée était ces petites gargouilles sataniques avec des cornes sur la tête qui étaient partout dans la propriété, a déclaré Rudkowski, les qualifiant de très effrayantes. Vous avez à l'écran quelques captures de la visite de l'île avec des statues. Pour faire taire ou non les suspicions de sous-sol, ils se sont donc rendus également à tous les points primordiaux de l'île, ils ont fait tout le tour, nous montrant que logiquement il n'y avait pas de sous-sol. Vous avez donc les photographies également du temple en carton, avec à l'entrée donc JE pour Jeffrey Epstein, et puis vous avez quelques camions, quelques véhicules qui sont stationnés qui permettaient de faire les travaux sur l'île. On peut voir une construction carrée blanche aux rayures bleues, le toit en forme de dôme doré a disparu lors du passage d'un ouragan, le bâtiment est un temple selon le journal Business Insider. Je vous mets une petite définition de la huppe faciée, car on retrouve 2 statues de huppe faciée sur son île. La huppe faciée, tout un symbole. Cet oiseau aurait annoncé au roi Salomon la visite à Jérusalem de la reine de Saba. Tout n'avait pas très bien commencé, car Salomon avait remarqué l'absence de la huppe faciée de ses superbes volières, mais il oublia de l'égorger. Quant à son retour, l'oiseau lui apprit que la reine de Saba allait venir le voir. Depuis, dans la tradition arabe, la huppe faciée symbolise la protection contre le mauvais œil. La légende perse est différente. Le beau-père aurait surpris sa belle-fille en train de se coiffer face à son miroir. Pour lui échapper, elle se transforma en huppe faciée avec son peigne sur la tête. Voici quelques clichés, donc à gauche ce qui semble être des huppes faciées. Vous avez également une chaise faite à base d'os, de cornes, on ne sait pas trop. Une table également assez étrange. Puis nous allons avoir cet élément constitué d'une sorte de soleil en tout cas, avec un cadran pour indiquer l'heure, mais peut-être pour d'autres choses. N'y a-t-il pas là une référence maçonnique? Ça pose à réflexion. Cette référence peut poser à réflexion au niveau du soleil. Le 19 juillet 2020, à North Brunswick, dans le New Jersey, un homme armé et habillé en livreur FedEx s'est introduit au domicile de la juge fédérale Esther Salas, chargée du dossier de la Deutsche Bank lié à l'affaire Epstein. Il a tué son fils de 20 ans, Daniel Anderl, et blessé grièvement son mari, Mark Anderl.
Au moment de la fusillade, Esther Salas se trouvait au sous-sol et n'a pas été blessée. Le lendemain, le bureau du procureur fédéral de l'État déclare que le FBI a identifié Roy Den Hollander, un avocat antiféministe retrouvé mort, d'avoir abattu la veille le fils d'une juge fédérale du New Jersey et blessé son mari. Une agence américaine a annoncé mardi avoir imposé une amende de 150 millions de dollars à Deutsche Bank pour ne pas avoir été suffisamment vigilante dans ses relations avec Jeffrey Epstein, ainsi qu'avec des banques étrangères soupçonnées de blanchiment. Deutsche Bank paiera 150 millions de dollars, 133 millions d'euros, pour clore les dossiers ouverts par la régulateur des services financiers de l'État de New York sur des défauts importants de respect des règles de conformité dans les relations de la banque avec plusieurs clients, dont le financier Jeffrey Epstein, aujourd'hui décédé. C'est la première fois que des poursuites étaient engagées contre une institution financière concernant des liens d'affaires avec Jeffrey Epstein, le criminel sexuel qui s'est suicidé en prison en août 2019, du moins qui a été assassiné en août 2019. Pendant des années, le comportement criminel et offensant de Jeffrey Epstein était bien connu, mais de grandes institutions ont continué d'excuser cette histoire et de le faire bénéficier de leur crédibilité ou de leur service dans un but financier, a déclaré Andrei Cuomo, le gouverneur de l'État de New York. Deutsche Bank reconnaît une erreur majeure. Les autorités de l'État reprochent à Deutsche Bank de ne pas avoir surveillé assez attentivement les opérations de plusieurs millions de dollars réalisées par Jeffrey Epstein, alors que des informations sur ses délits et crimes sexuels étaient largement diffusées. Le DFS reproche par ailleurs à Deutsche Bank de ne pas avoir supervisé de façon adéquate ses rapports avec Danske Estonia et FMBE. Danske Estonia a notamment transféré de grandes quantités d'argent au nom d'oligarques russes et Deutsche Bank n'a pas empêché l'établissement de transférer des milliards de dollars de transactions suspicieuses via des comptes de Deutsche Bank à New York. Le DFS accuse parallèlement Deutsche Bank d'avoir ignoré des signaux d'alerte en ce qui concerne FBME, une banque basée en Tanzanie et accusée par les États-Unis d'opérations de blanchiment d'argent, tout en affirmant qu'il n'y avait eu aucun effort intentionnel en interne pour faciliter des activités illégales. Le porte-parole de Deutsche Bank a reconnu que l'établissement avait identifié diverses lacunes dans sa surveillance des banques ayant utilisé ses services de compensation. Le matin du 2 juillet 2020, Maxwell est arrêté par le FBI dans sa résidence de Bradford, New Hampshire. Elle comparaît l'après-midi même devant une juge fédérale qui lui notifie les raisons de son arrestation. En raison de la pandémie de coronavirus, cette audience a eu lieu par visioconférence. L'arrestation dans l'état du New Hampshire de la quinquagénaire s'est déroulée sans incident, selon le FBI. Présenté à un juge fédéral, Maxwell est formellement inculpé le soir même de son arrestation par la procureure de New York de 6 chefs d'accusation, notamment d'incitation à des actes sexuels illégaux, de parjure et d'avoir aidé, facilité et contribué aux agressions sur mineurs de Jeffrey Epstein de 1994 à 1997. Le 11 juillet, ses avocats proposent de payer 5 millions de dollars pour la remise en liberté sous caution de Maxwell. Ils indiquent qu'elle est prête à remettre ses passeports américains, anglais et français et à demeurer en résidence surveillée dans une propriété new-yorkaise dans l'attente de son procès. L'audience pour déterminer d'une éventuelle libération sous caution a lieu le 14 juillet 2020. Ses avocats indiquent que Ghislaine Maxwell plaide non coupable. Maxwell assiste à cette audience par vidéoconférence depuis le centre de détention. En raison d'un risque de fuite jugé particulièrement élevé, la juge rejette la demande de libération sous caution de Maxwell, qui restera donc incarcéré jusqu'à l'ouverture de son procès, dont la date a été fixée par le procureur au 12 juillet 2021. Le 31 juillet suivant, des documents concernant Maxwell sont déclassifiés et rendus publics, démontrant que la Britannique et Jeffrey Epstein sont restés en contact au moins jusqu'en 2015. D'après des courriels échangés entre eux, le 12 août suivant, la protection anti-suicide de Maxwell est levée, lui permettant de quitter sa cellule d'isolement et de revenir à un système carcéral normal. Selon le Daily Mail, Ghislaine Maxwell serait en possession d'une collection de vidéos montrant plusieurs personnalités influentes et des filles mineures se livrant à des actes sexuels. D'après l'ami interrogé par le journal britannique, Ghislaine Maxwell serait en danger de mort permanent. Le 11 décembre 2020, Ghislaine Maxwell propose de verser une caution s'élevant à un montant de 28,5 millions de dollars pour une remise en liberté conditionnelle. Sa demande est une nouvelle fois refusée par le juge le 29 décembre suivant, ce dernier estimant que Maxwell présente toujours un risque extrême de fuite.
En cas de condamnation pour les 6 charges dont elle a été inculpée, Ghislaine Maxwell encourt une peine maximale allant jusqu'à 35 ans de prison. Le 12 juillet 2019, il annonce sa démission en tant que secrétaire au travail sous Trump, effective le 19 juillet, en raison de la polémique suscitée par l'accord judiciaire qu'il a négocié en 2008, alors qu'il était procureur fédéral en Floride et jugé trop favorable au milliardaire Jeffrey Epstein, reconnu coupable de prostitution impliquant des dizaines d'adolescentes. Afin de justifier le traitement avantageux dont a bénéficié Epstein, Alexander Acosta a affirmé avoir été sujet à une pression considérable de la part des avocats de l'accusé. Ces derniers auraient notamment recruté des détectives privés pour enquêter sur les mœurs des procureurs afin de terner leur réputation. Des courriels divulgués dans la presse en 2018 révèlent aussi que les procureurs ont été dépassés et impressionnés par le pouvoir d'Epstein, manifestant une immense différence à l'égard de ses avocats. Nous arrivons à présent au Black Book, qui depuis 2015 est connu. Depuis 2015, le site américain Gawker avait révélé une copie du petit livre noir de Jeffrey Epstein, et dans ce calepin, Epstein consignait les noms de ses contacts, que ce soit les victimes ou les complices présumés. Je vous mets quelques passages en version censurée, si vous le souhaitez, en version complète, sans les passages noirs, c'est-à-dire vraiment accéder à toutes les informations, les noms, les adresses, les numéros de téléphone. Et à ce moment-là, je peux également vous envoyer un site où vous les envoyez directement par mail. Et il faut savoir que certains n'ont même pas pris la peine de changer leur numéro de téléphone ou autre. 7 ans au minimum que les dossiers sont partagés, il semblerait que la justice ne s'intéresse pas tant que ça à ce dossier. Le laisse de côté, laisse les présumés innocents pour le moment, c'est vrai, parce que évidemment c'est des présumés innocents, mais qui peuvent tout de même avoir des informations à transmettre, que ce soit sur le business, que ce soit sur les déplacements d'Epstein, peut-être même sur Jean-Luc Benchemoul, sur d'autres contacts, sur des échos d'agression, des échos de trafic, mais non, rien de tout cela. Et ce Black Book est dans la main des policiers, dans la main de certaines personnes de la justice, qui sont des représentants de la loi, et qui devraient enquêter, depuis 2005. Donc là, on peut apercevoir des numéros, des personnes pour des massages sur Paris, également des massages en Islande, des massages au Royaume-Uni, et également en Floride. Voyez tous ces noms qui apparaissent. Comme je vous le disais précédemment, j'ai la version non censurée, donc j'ai accès à plus d'éléments, que ce soit boîte mail, numéro de téléphone, les noms complets, les adresses et compagnie. Dans les présentations que je vais vous faire, j'ai quand même remis cette petite censure en noir pour ne pas être attaqué en justice, on ne sait jamais, pour divulgation d'identité personnelle. Je préfère limiter l'information pour éviter une condamnation ou éviter en tout cas une mise en justice, si vous voyez ce que je veux dire, une attaque en justice contre ma personne. J'ai réuni les photos de quelques personnes, leur profession, ce qu'elles font. J'ai pas eu le temps de faire ça pour tout le monde. Il y avait Revo F Society, que je salue pour tout le travail qu'elle a fourni. Alors, pour le moment, elle n'a plus de chaîne YouTube, elle avait été censurée. Elle n'a plus de site internet parce qu'ils ont été DDoS à maintes et maintes reprises. Et à la fin, elle en a eu ras-le-bol, donc du coup, elle a laissé ça de côté. Pour l'instant, elle ne donne plus de traces de vie, en tout cas, elle ne poste plus, que ce soit sur Twitter. Elle n'a plus de chaîne YouTube, plus de site internet. Son adresse mail, pour l'instant, moi, je n'arrive pas à la retrouver parce que j'essaie de rentrer en contact avec elle pour au moins obtenir des nouvelles. C'est comme pour l'heure de se réveiller. Il nous a produit un travail monstrueux, de qualité, et il a été attaqué en justice par la famille Bronfman, et à la suite de ça, donc il avait demandé un petit peu d'argent pour l'aider à payer tous ses frais de justice. Il a eu du soutien, peut-être pas assez en tout cas, parce que pour le moment il avait redonné signe de vie, il avait dit qu'il était en préparation d'un documentaire, et depuis 2021, rien, plus de nouvelles. Je vous ai pris cet exemple par rapport à Abou Sleiman Johanna. Vous voyez, si on avait juste le nom et prénom, et pas forcément l'adresse mail, on n'en saurait pas plus. Et pourtant, quand on a son adresse mail, on se rend compte que c'est Johanna Abou Sleiman Chevalier qui est la nouvelle directrice artistique de la Beyrouth Art Fair. Vous voyez cette personne qui a rejoint le Naboo Museum de Beyrouth, diplômée en sciences politiques de l'American University of Paris. Elle fut également directrice artistique chez Ernst & Young, puis commissaire d'exposition en 2010 à l'espace culturel Louis Vuitton à Paris. Ça gravite toujours aux mêmes endroits un peu. Nom suivant: Albermale Rufus et Salfi. Continuons. Alexander Pam.
Alexander Pam, OBE est une femme d'affaires et ancienne haut fonctionnaire spécialisée dans le logement et la régénération économique en Angleterre. Agag Alejandro, ou Alejandro. Agag Alejandro est un homme d'affaires espagnol connu comme le créateur du championnat de Formule E, FIA. Alay Azzedine Alaya, plus précisément, né à Tunis et mort en 2017 à Paris, est un styliste et grand couturier franco-tunisien. Il aborde la couture durant sa jeunesse à Tunis et suit des études de sculpture. Il arrive à Paris à la fin des années 1950. Les premiers mannequins, qui ne sont pas encore des top modèles, donc qui débutent dans le domaine, investissent l'appartement. Ce lieu devient leur incubateur. On a notamment Stéphanie Seymour, Iman, Jerry Hall, je ne vais pas tous vous les citer, mais on retrouve également Naomi Campbell, on retrouve aussi Veronica Webb qui deviendra très proche de Lagerfeld également. On nous dit que dîner dans la cuisine d'Azzenadine Alaya devient le plus chic endroit de Paris. Les artistes et personnalités se côtoient. Grace Jones qui deviendra sa muse, André Putman qui décora son futur atelier, Tina Turner qui possède une robe en perles et or créée par le couturier, Jean-Paul Goud et Farida Kerfa, l'autre muse du couturier qu'il décrira comme la nouvelle Arletty. Plus tard, ce sera Michel Rocard, Patrick Modiano, Julian Schnabel, Jean-Louis Froment ou Carla Sozani, sa fidèle alliée. Azzedine Alaya déménage rue du Parc Royal dans le quartier du Marais en 1984. Mugler et Gauthier triomphent, mais c'est lui qui reçoit des mains de Cher 2 Oscars de la mode, de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode comme Oscar du créateur de l'année et prix spécial du jury. La cérémonie a lieu à l'Opéra Garnier en présence de Frédéric Mitterrand comme maître de cérémonie, Jack Lang, Catherine Deneuve, Yves Saint-Laurent, que du beau monde, hein, qui sera également récompensé, tout comme Pierre Cardin et Claude Montana, Hubert de Givenchy, Audrey Hepburn. Grâce à Jones, qui accompagne Alaya, chante lors de la cérémonie, puis le pousse, il doit littéralement être traîné sur la scène pour recevoir ses prix. Aujourd'hui, on a l'adresse de leur atelier, donc ils n'ont pas changé de numéro de téléphone, et c'est exactement le même numéro qui se trouve dans le Black Book. Black Book récupéré logiquement en 2005. Autre personnalité, Saffron Aldridge, qui est un mannequin anglais, journaliste indépendant et activiste social. Découverte à l'âge de 16 ans, elle a pris de l'importance en travaillant pour Ralph Lauren dans les années 1990. Son frère est le photographe de mode Miles Aldridge. Donc on voit que mineure, elle était dans ces milieux de mode. A-t-elle été exploitée ou non, ou est-elle une recruteuse aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, son nom est dans le Black Book. Ensuite, on a Nick et Sarah Allan. Alors je me suis intéressé plus précisément à Sarah Allan. Et voici ce que j'ai trouvé. C'est très intéressant, ça pose question. Voilà l'un de ses livres disponibles sur Amazon, The Shape of the Turtle, Myth, Art and Cosmos in Early China. De nombreux concepts philosophiques chinois proviennent d'une ancienne cosmologie. Ce travail est la première reconstruction de la pensée mythique de la dynastie Chang, vers 1700-1100 avant Jésus-Christ, qui a jeté les bases des modèles de pensée chinois ultérieurs. Allan considère le mythe, la cosmologie, la divination, le rituel sacrificiel et l'art des Shang comme différentes manifestations d'un système religieux commun et chacun est examiné à son tour. Je marque une parenthèse, c'est pour ça que je vous ai sorti les autres documentaires ces derniers jours précédant ce documentaire actualisé sur Jeffrey Epstein et son réseau et les noms notamment dans le Black Book. On voit que il y a des personnes haut placées, des personnes recrutées lorsqu'elles sont mineures, pour être top modèle ou autres, des personnes qui s'intéressent à tout ce qui est de la divination, de sacrifice et compagnie. D'autres personnes, par exemple Jeremy et Deborah Harun Jones, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous impliqués, ce n'est pas parce qu'ils sont cités dans le Black Book qu'ils sont tous criminels, tous pédocriminels. Mais ça pose question. Qu'avait-il en lien avec Jeffrey Epstein? Que faisait-il dans ce Black Book? Pourquoi ils sont cités dedans? Y a-t-il des liens d'intérêt? Y a-t-il peut-être des dossiers qui sont compromettants sur d'autres personnes qu'eux-mêmes détiennent, sans forcément participer à ce type de pratique? Il y a tout un tas de questions à leur poser. Des journalistes devraient le faire. Des policiers devraient peut-être aussi
les interroger, être amené au moins à les voir et avoir une conversation avec eux pour savoir quels étaient ces liens, en quoi ça consistait. Álvarez Senor Vincent Álvarez Areces est mort le 17 janvier 2019 à Gijón. Et c'est un homme politique espagnol, membre du Parti socialiste ouvrier espagnol. Il est maire de Gijón entre 1987 et 1999, puis président de la principauté des Asturies jusqu'en juillet 2011. À nouveau, je vous mets un petit détail en plus, c'est que si vous aviez toutes les informations censurées comme c'est le cas dans les partages au travers des médias, vous ne feriez pas le lien entre Hamon, Monsieur Philippe Hamon du domaine de Bougy, et la SICPA. Mais lorsqu'on a ces informations et qu'on a accès au mail, on voit bien qu'il s'agit de Philippe, @sicpa.com. Intéressons-nous donc à ce qu'est SICPA, plus précisément à la maison SICPA. Et on voit que ce sont eux qui fournissent les encres pour imprimer les francs suisses, les dollars, les euros, et pour tout dire la majeure partie des billets de banque en circulation dans le monde, qui aura 90 ans en 2017, donc qui a eu 90 ans en 2017. Ils sont dans le Black Book, ça ne veut pas dire qu'ils sont criminels, néanmoins, s'ils font partie d'une organisation criminelle, alors ils ont la plus grande facilité pour imprimer des billets, pour changer les numéros de série, pour être intraçables, pour faire des transactions. C'est vraiment incroyable. S'ils font partie de ce réseau, mais c'est un réseau tentaculaire qui est tellement puissant que ça va être difficile de le démanteler, de le démembrer même, devrait-on dire. Lié au secret de la fabrication de ces encres et de ces timbres, de sécurité, la discrétion de la famille Hamon, qui possède et dirige la firme depuis 3 générations, est proverbiale. Elle est aussi rare que la réussite de cette société familiale, partie de rien, qui traite aujourd'hui avec les gouvernements, les banques centrales et les administrations fiscales de la terre entière. Nous n'avons pas pu rencontrer Philippe Hamon, 55 ans, tout à la fois directeur général, président du conseil d'administration et actionnaire principal de la maison. C'est donc, sans sa complicité, que nous tentons de raconter l'histoire de sa dynastie. Je vous inviterai à consulter cet article si vous le souhaitez. Hamon, Roberta et Maurice. De longue date et en toute discrétion, cet homme d'affaires suisse soutient le musée d'art moderne de la ville de Paris. Il vient de créer une fondation pour renforcer son action et nous ouvre en exclusivité les portes de son somptueux chalet, revu et corrigé par son ami Peter Marino. Les gens dérangés qui, même dans l'absurde, des fois peuvent voir de l'art. C'est incroyable, hein, toujours ces mêmes milieux. Regardez les défilés de mode aujourd'hui, ça ne ressemble vraiment plus à de la mode artistique. La couture, au niveau des couturiers, etc., ça représente n'importe quoi. Quand vous avez 2 humains qui sont l'un sur l'autre, en train de limite se bouffer le cul, en train de marcher sur scène, d'autres qui sont des hommes habillés en femmes, enfin bref, c'est vraiment le monde à l'envers, l'inversion des valeurs, que vous avez des personnes qui voient de l'art, mais dans ce qui est ignoble. Prenons l'exemple d'Abramovic, Marina Abramovic ou Abramovich. Vous voyez de qui je parle? Voyant l'art dans le spirit cooking, le cannibalisme. C'est vrai que manger de l'humain, même si dans leur représentation ce ne sont pas des vrais humains lorsque c'est public, mais ça pose à réflexion, ils sont vraiment dérangés mentalement pour participer à tout ça. Autre personnalité citée dans le Black Book, Anastos Lisa. Anastos Lisa est donc avocat général et conseiller stratégique axé sur les affaires auprès de la haute direction et des conseils d'administration. Mate Arango, vice-président au conseil d'administration de Grupo Vips, président du conseil d'administration Ashoka. Ashoka propose un soutien aux entrepreneurs sociaux innovants dans le but d'augmenter leur impact sur la société et dans des domaines comme l'éducation, la formation, la santé, la lutte contre les discriminations, la défense de l'environnement, le développement durable, les droits de l'homme, etc. Sur la base d'une étude réalisée par le cabinet McKinsey, qu'on retrouve partout, en mars 2012, l'organisation souligne le différentiel entre l'argent public investi dans les entreprises d'entrepreneuriat social et les coûts évités pour la collectivité. Quant au groupe VIPS, donc c'est un groupe multimarque et multiformat espagnol dans le secteur de la restauration et du commerce de détail. Il intègre des restaurants et cafés appartenant au groupe mexicain Alsea. Aaron, Hervé et Marine. Alors pareil, pour lui, c'est pas Aaron avec un seul A, mais Aaron avec 2 A. Et là, on peut s'en rendre compte, notamment lorsqu'on a l'adresse complète. Quand on a l'adresse complète, on atterrit donc à New York, et là vous avez la devanture de l'établissement sur la photo en haut à droite. Continuons.
Ash Lorinda, vous la voyez en présence de personnalités très influentes dans le domaine, dans divers domaines d'ailleurs. Sir Anthony et Lady C. Bamford. Bamford succède à son père, Joseph Cyril Bamford, le fondateur de JCB en tant que chef depuis 1975. Nommé Knight Bachelor en 1990, il est élevé baron à vie en 2013. En France, il est accordé chevalier dans l'Ordre national du mérite aussi bien que commandeur dans l'Ordre du mérite de la République italienne. La reine Elisabeth II le nomme en 2002 député lieutenant pour le Staffordshire. Le journal américain Forbes estime sa fortune à 4,2 milliards d'USD en mars 2013. Bamford a fait part de sa volonté d'acquérir le groupe Jaguar en août 2006, mais s'est finalement retiré et rétracté quand il a appris que la vente incluait la marque Land Rover. Il est aussi réputé comme collectionneur de Ferrari vintage et est notamment le seul individu au monde à posséder 2 Ferrari 250 GTO. Et il est marié à Carol, née Gray White, puis The Lady Bamford Hobb avec issue, d'où Lady C. C'est là qu'on se rend compte que c'est des mastodontes à faire tomber. Des mastodontes s'ils sont impliqués dans ce type d'affaires criminelles. Et qu'on doit être comme David face à Goliath. On ne doit rien laisser. On doit combattre jusqu'au bout parce que c'est la victoire. C'est la victoire de la vérité qui nous amènera à récupérer le monde de demain. Baines Doug. Douglas J. Bund est un homme d'affaires et avocat américain. Il est associé fondateur et président de Teneo, une société conseil multinationale, ses suites et une banque d'investissement. Auparavant, il était assistant adjoint du président Bill Clinton à la Maison-Blanche et plus tard conseiller du président Bill Clinton. Un très proche de Bill Clinton lui-même impliqué dans ce type d'affaires. Vous avez d'autres informations sur ce qu'il a fait. Notamment, en outre, il a servi en tant que membre du comité consultatif international de Coca-Cola et depuis 2010 a servi comme professeur adjoint associé à l'Université de New York, enseignant une classe sur le service public. Cleve Christopher Bannister est un président du Museum of London et président désigné et directeur non exécutif de Ranbawn Brothers plc. Il était un ancien dirigeant d'assurance et banquier. Pas n'importe quelle banque si on se réfère à la petite inscription HSBC Investment Bank. Des familles royales liées à Epstein, on rappelle tout de même que le prince Andrew a payé pour ne pas passer devant la justice. Et là, par exemple, on a la Duchess of New York, on a Elizabeth, on a Rutland Duke and Duke. Donc là, on a notamment Duke and Duchess of Rutland, on a le Duke and la Duchess of York. On voit que c'est des personnes qui sont très importantes dans la société, qui ont beaucoup de finances et qui font partie de familles très reconnues, qui ont peut-être des rites derrière tout ça, en tout cas qui ont une histoire. Il faudrait se pencher sur leur histoire d'ailleurs. Encore des personnes de famille royale, Francesca von Habsburg, Lord Wedderfeld, le prince Dimitri of Yougoslavie, prince Michael of Yougoslavie, pareil, et également Ferdinando Bracetti Peretti, de la riche famille Bracetti Peretti, qui est président directeur général d'une société d'énergie italienne, API Group. Alors, là on a Brandolini Dada, Tiberto Rui Brandolini Dada Pascal, les bars Pierre Martinet, Laurent Mignon. Tiberto Rui Brandolini Dada a été nommé président directeur général de Secana Capital, anciennement Warmth Sea & Compagnie, voir les Échos du 4 mai. Pascal Lebar et Pierre Martinet sont nommés directeurs généraux délégués. Laurent Mignon devient vice-président du conseil d'administration. Tiberto Roy Brandolini Dada, neveu d'Umberto et Gianni Agnelli, a notamment exercé les fonctions de président-directeur général d'Exor SA, de président du conseil de surveillance du club Méditerranée, de gérant de château Margaux, ainsi que d'administrateur de la société foncière lyonnaise du continent Yard et de Bolloré Investissement. Il est associé, commandité de Giovanni Agnelli, administrateur et membre du comité exécutif d'IFIL, administrateur de Fiat SPA, vice-président d'Exor Group et administrateur de SGS. Briatore Flavio. Flavio Briatore
est un homme d'affaires italien, ex-directeur commercial de Benetton, fondateur de Billionnaire Couture, manager et directeur de l'écurie de Formule 1 Benetton Formula de 1989 à 1997 et ancien directeur de l'écurie de Formule 1 Renault F1 Team. Et parmi ses partenaires, nous retrouvons Naomi Campbell de 1998 à 2003. C'est le haut du panier. Mais qui tient le panier ? Qui a possession du panier et finalement protège tous ces gens-là ? Parce qu'ils ne se protègent pas seulement entre eux. On est d'accord qu'il y aurait des dossiers qui auraient fuité. Il y a autre chose. Il y a des gens encore plus importants avec des personnes qu'on ne retrouvera pas de photos, qu'on n'aura pas de nom comme ça, qui n'auront pas été publiées ainsi. Ensuite, nous avons Edgar Bronfman. Edgar Miles Bronfman Jr. est un homme d'affaires américain qui est actuellement associé directeur chez Accretive LLC, une société de capital investissement axée sur la création et l'investissement dans des sociétés technologiques. Nous retrouvons également Joan Juliette Buck, qui est une écrivaine et actrice américaine. Elle a été rédactrice en chef de French Vogue de 1994 à 2001, la seule américaine à avoir édité un magazine français. Elle a collaboré à la rédaction de Vogue et Vanity Fair pendant de nombreuses années et écrit pour Harper's Bazaar. Bull Bartle. Bartle Bull est un avocat, éditeur et romancier américain. Il est également le coordinateur de New York des citoyens de New York pour Kennedy en 1968. Bartle Bull est né le 15 mai 1939 à Londres en Angleterre de Bartle Brennan et Rosemary Bull. Je vous laisse observer par vous-même sa carrière, son petit palmarès. Naomi Campbell, qu'on retrouve plusieurs fois citée dans ce documentaire par ses liens d'amitié au niveau de d'autres personnes citées dans le Black Book. Elle est donc une mannequin, chanteuse, productrice et actrice britannique d'ascendance jamaïcaine. Elle est, à la fin des années 1980, un des top modèles les plus renommés. Observez son île avec une structure en forme d'œil, un œil égyptien, plus précisément œil Oudjat, qui est un symbole protecteur entre guillemets représentant l'œil du dieu faucon Horus. Ils ont donc bien des idéologies spirituelles, des idéologies remontant à certaines croyances. Du moins pour certains, comme pour Naomi Campbell. Alain de Cadenet. Alain de Cadenet est un pilote automobile et directeur d'écurie de voitures de compétition britannique d'origine française. Il est connu pour avoir construit et piloté ses propres véhicules. Il est notamment 3e des 24 heures du Mans en 1976 et vainqueur de la Carrera Panamericana en 1990. Jacques de Crussol, 17e duc d'Uzès, dans une des salles de ce duché qui lui tient tant à cœur. Plusieurs salles se visitent, ainsi qu'une chapelle privée, sans oublier les jardins. Hermine de Clermont-Tonnerre, qui est une personnalité mondaine française, membre de la maison de Clermont-Tonnerre. Styliste, communicante et auteure de plusieurs guides de savoir-vivre, elle est surtout connue du grand public pour sa participation à diverses émissions de télévision. Le 1er juin 2020, Hermine de Clermont-Tonnerre, victime d'un grave accident de moto, est plongée dans le coma à l'hôpital Bicêtre. Est-ce qu'elle était prête à parler ? Est-ce qu'elle était prête à faire des révélations peut-être sur ce réseau ? On peut se poser des questions. Elle meurt des suites de ses blessures le 3 juillet 2020. Ses obsèques se déroulent le 9 juillet 2020 en l'église Saint-Pierre de Montmartre, suivie de l'inhumation au cimetière de Montparnasse. Et elle a été en couple avec Georges Fenech, qui est un magistrat et homme politique français, membre de l'UMP puis des Républicains. Rappelons que dans ce Black Book, il n'y a pas forcément que des tortionnaires, que des bourreaux. Il peut aussi y avoir eu des victimes qui ont été notées dedans et qui savent des choses, qui détiennent peut-être des vidéos, qui détiennent des documents, des témoignages, ou qui ont été même victimes elles-mêmes. Jean-Yves Le Fur est un homme d'affaires français, créateur de magazines, organisateur d'événements et ex-playboy. Benamou Albert, que vous pouvez observer à l'écran. Léon Black. Léon David Black est un investisseur américain et collectionneur d'art. Il détient une fortune estimée à plus de 8 milliards de dollars en 2020. Dans l'affaire Epstein, le milliardaire Léon Black se retire du fonds Apollo. S'il n'a trouvé aucune preuve de participation aux activités criminelles de Jeffrey Epstein, un cabinet indépendant a révélé d'importants liens financiers entre le directeur général d'Apollo, Léon Black, et le milliardaire prédateur sexuel qui s'est suicidé en prison en 2019.
Léon Black sera remplacé par Mark Rowan. Louis Albert de Broglie est un entrepreneur militant écologique. Nous avons également le Pinto Alberto. Et là, on retrouve pareil, si on n'a pas les documents qui sont fournis entièrement, tout serait censuré. Donc là, à droite, vous retrouvez bien l'email, vous retrouvez également plusieurs mails faisant référence à cet endroit. Nous avons également Lagardère Betty, que vous voyez à l'écran sur deux photographies. Il s'agit de la femme, pareil, du milieu parisien. Jacques Grange, décorateur et architecte d'intérieur français. Nous retrouvons également Philippe Junot, qui est le fils de Michel Junot, député, sous-préfet et ancien adjoint au maire de Paris, et de Lydia Tijk-Jaert, fille d'un industriel danois. Il a une sœur, Catherine Junot, conseillère municipale de Cannes. Édouard de Rothschild. Édouard de Rothschild, né à Neuilly-sur-Seine, membre de la famille Rothschild, est un homme d'affaires franco-israélo-américain. Fils de Guy de Rothschild et de Marie-Hélène de Rothschild. Je vous inviterai à voir ma précédente vidéo sur tout ce qui est du satanisme, de la pédocriminalité, etc. Nous retrouvons un autre Rothschild de cité, Evelyn de Rothschild. Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild est un financier britannique et membre de la famille Rothschild. Peter Soros, fils de Paul Soros, et qui est son oncle? Ah, son oncle c'est George Soros. Que du beau monde, véritablement. On comprend peut-être mieux l'intérêt d'ailleurs de l'oncle pour qu'il y ait beaucoup de migrants qui affluent, que ce soit en Europe ou même vers chez eux en Amérique. Pas trop de traçabilité, des proies faciles, enfin, il s'agit d'une hypothèse, attention. Ce n'est pas sourcé sur ce milieu-là, pour le moment. Busson Arky. Monsieur Busson, connu sous le nom d'Arky par ses amis, est sorti avec le mannequin australien Elle Macpherson, renforçant ainsi sa position dans la haute société. Formé à l'Institut exclusif Le Roset en Suisse, l'internat dont les anciens comprennent le prince Régnier, le duc de Kent et le roi Juan Carlos d'Espagne, Monsieur Busson a côtoyé l'élite mondiale et mené un style de vie qui faisait l'envie de ses pairs en cercle de hedge fund à enjeux élevés. L'homme de 57 ans a fait ses millions après avoir créé une entreprise, sa première entreprise de fonds spéculatifs, EIM, en 1992 et au début de 2008. Il avait créé une société d'investissement avec des actifs de près de 15 milliards de dollars, 12 milliards de livres sterling. En 2002, le financier français a utilisé cette influence pour créer Absolute Return for Kids, une organisation caritative qui organisait un bal annuel étoilé devenu légendaire dans la capitale britannique. En 2007, il a levé 27 millions de livres sterling en une nuit pour Ark, où les tables auraient été vendues jusqu'à 100 000 livres chacune. C'était un record pour un tel événement de collecte de fonds, avec Bill Clinton prononçant le discours d'ouverture à Marlborough House à Pall Mall et Prince chantant aux invités. L'un des prix de la vente aux enchères comprenait un dîner privé avec l'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev. Ark opère au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Inde. Aux États-Unis, il est affilié à Absolute Return for Kids, US, Inc., une organisation philanthropique américaine qui partage la mission d'Ark et qui soutient le travail d'Ark par le biais de subventions. Donc ces aides sont censées aider en fait des personnes en difficulté, notamment pour l'éducation, et pour leur promettre finalement d'arriver, pourquoi pas, de pouvoir accéder à un statut d'élite, partir du bas pour monter vers le haut. Mais on sait très bien que une partie des gens qui ont des grandes entreprises, qui sont dans les milieux influents, profitent de la vulnérabilité de pauvres personnes, que ce soit par de l'argent ou que ce soit par des promesses d'embauche, par des promesses de poste, par des promesses d'accéder à tel ou tel personnage aussi ou tel événement. Et on nous dit qu'à partir de 2019, Ark gère 36 écoles dans le système éducatif anglais et prévoit de se développer davantage malgré les critiques pour avoir géré des écoles en déficit. Une grande proximité donc avec les enfants, une possibilité d'avoir beaucoup d'enfants à disposition, en espérant que ce personnage ne soit pas un honteux criminel, un honteux pervers qui profite de ces structures-là. Dans le Black Book de Jeffrey Epstein, le nom de Bill Clinton n'y est pas noté, mais y figure le chiffre 42, car Clinton a été le 42e président. Bill Clinton a invité Ghislaine Maxwell au mariage de sa fille, Chelsea, en 2010.
Le média américain Gawker, disparu depuis, avait dévoilé en 2015 les calendriers de vol du Lolita Express et les noms des personnes à bord. On retrouve celui de Bill Clinton 11 fois. Déjà en 2002, Jeffrey Epstein s'est rendu au Maroc à bord du Lolita Express, accompagné de ses 2 rabatteuses et d'une mannequin mineure pour en repartir avec Bill Clinton. Oui, parce que malheureusement, le Maroc est honteusement impliqué, peut-être même jusqu'à sa royauté, et on ne parlera pas de l'hôtel Le Mamounia, ni même des personnalités qui ne font que de se rendre là-bas, ni même des témoignages d'avocats, de victimes qui sont sur place et qui expliquent que ce tourisme sexuel, ce trafic, cette exploitation prend de l'ampleur de plus en plus, parce que ce n'est plus seulement l'élite qui s'y rend, mais c'est aussi les pervers, les criminels du peuple moyen. À bord du Lolita Express, Chonta Davis, hôtesse de l'avion et victime d'Epstein, dit que Clinton et Epstein ont échangé des blagues un peu grossières sur les femmes, plus qu'ils n'ont discuté des solutions aux grands problèmes mondiaux. En 2019, une déclaration de la fondation Clinton affirme que Bill Clinton ne savait rien au sujet des crimes terribles pour lesquels Jeffrey Epstein a plaidé coupable. Le document revoit également à la baisse le nombre de vols effectués par Bill Clinton à bord du Lolita Express, un total de 4 voyages, et précise qu'il n'a pas parlé à Epstein depuis plus de 10 ans et n'est jamais allé sur l'île Little St. James. La fondation Clinton, qui, selon le Daily Beast, aurait reçu en 2006 un don de $25 000 de la fondation Cook, l'organisme de bienfaisance d'Epstein. La fondation Cook est toujours sur la liste des donateurs actuels et anciens de la fondation Clinton. De son côté, Fox News avance même le chiffre de 4 millions de dollars au total qui auraient été versés. Selon la journaliste d'investigation Conchita Sarnoff, l'ancien président ment car Clinton a été invité 27 fois par Epstein. Presque chaque fois que le nom de Clinton est inscrit sur le journal de bord du pilote, des filles mineures le sont aussi. Il y a des initiales et beaucoup de noms de filles dans cet avion privé. Le 18 août 2020, le Daily Mail publie 2 clichés inédits de Bill Clinton en train d'être massé dans un petit aéroport du Portugal lors d'une escale du Lolita Express par Chonta Davis, l'une des accusatrices de Jeffrey Epstein. Parlons à présent de l'affaire Haïti Clinton. Haïti, les voleurs d'enfants inculpés d'enlèvement. Le ministre haïtien de la Justice estime que les 10 Américains qui avaient tenté de sortir une trentaine d'enfants du pays doivent être jugés sur place. Mais l'organisation d'un tel procès pourrait se révéler problématique. Jusqu'ici, Laura Silsby de l'association caritative Le Refuge pour une nouvelle vie des enfants, basée dans l'État américain de l'Idaho, s'était présentée comme la responsable du groupe. « Nous ne sommes venus que pour aider des enfants. Nous avions de bonnes intentions », avait-elle affirmé. Les 10 membres du groupe ont été interpellés vendredi dernier près de la frontière dominicaine en compagnie de 33 enfants, dont le plus petit est âgé de 2 mois et le plus grand de 12 ans. Certains ont depuis été réclamés par des personnes se présentant comme leurs parents. Il s'agit donc d'enlèvement. Dans la soirée de jeudi, le ministre haïtien de la Justice a estimé que le groupe devait être jugé en Haïti. Cependant, l'organisation d'un tel procès pourrait se révéler problématique. Comme la plupart des composantes de l'État haïtien, les moyens de la justice ont été réduits à néant par le séisme. La secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, a qualifié quant à elle cette affaire de malencontreuse. Nous discutons avec le gouvernement d'Haïti du traitement qui convient de lui apporter, a-t-elle affirmé. Bilan alourdi. Le Premier ministre haïtien, Jean-Max Bellerive, regrette de son côté que cette affaire ait pris le dessus dans l'esprit des Haïtiens qui parlent davantage de 10 personnes que du million d'autres qui souffrent dans les rues. Comme pour lui donner raison, l'UNICEF a estimé depuis Genève que le séisme du 12 janvier avait provoqué la plus grave crise de protection des enfants jamais vue en raison du grand nombre d'orphelins et d'enfants séparés de leurs parents. Les risques de traite des enfants, d'enfants vendus dans des conditions proches de l'esclavage ou d'adoption illégale sont significatifs, a déclaré la directrice générale adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Id Johnson. Selon les derniers chiffres du gouvernement haïtien, le nombre de morts des suites du séisme a dépassé les 200 000. La responsable de l'expédition, Laura Silsby, a accepté en connaissance de cause de prendre en charge des enfants dont ils savaient qu'ils avaient de la famille, parce que leurs propres parents craignaient de les voir mourir de faim, a-t-il expliqué à Associated Press. Ils les mettent tellement dans la misère, ils les laissent tellement dans la pauvreté, qu'ils font miroiter à ces gens-là qu'ils vont prendre leurs enfants pour les sauver. Ça fait un peu penser à ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est vraiment déplorable, et ça fait tellement de peine de voir ceci, de voir des enfants qui sont envoyés seuls, finalement, vers l'ouest, donc vers nos pays, comme s'ils allaient être sauvés, alors qu'ils fuient la guerre, qui est une horreur, pour trouver une horreur encore plus grave.
la pédocriminalité et l'exploitation, qui vont durer peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être même jusqu'à ce qu'ils soient utilisés, et puis qu'après il y ait le trafic d'organes, parce que le trafic d'organes est un gigantesque réseau, gigantesque trafic au niveau de l'Europe. Donc, à travers tous ces réseaux, il y en a très peu qui vont passer au travers des mailles. Mais c'est eux qui vont être sous les caméras en disant « Regardez, ils ont bien été sauvés, ils sont dans une famille qui les accueille, qui prennent soin d'eux, etc. » Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des criminels, il n'y a pas que des tordus du cerveau dans notre monde. Et heureusement d'ailleurs. Voilà qui devrait encore jeter un peu plus l'opprobre sur l'action des missionnaires baptistes du refuge pour une nouvelle vie des enfants. New Life Children's Refuge, une organisation basée dans l'État de l'Idaho, nord-ouest des États-Unis. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a annoncé que des discussions avaient débuté avec les autorités haïtiennes pour trouver une solution juste. Voici ce qu'elle nous dit. Il est malencontreux que, quelles que soient ses motivations, ce groupe d'Américains se soit mêlé à cela, a-t-elle souligné. La nation haïtienne a agi pour protéger des enfants qu'on voulait faire sortir du pays sans la documentation voulue. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a déclaré vendredi 5 février qu'elle espérait une résolution rapide du cas des 10 Américains inculpés d'enlèvement de mineurs en Haïti. Nous allons continuer à fournir un soutien consulaire comme nous le faisons toujours pour les Américains inculpés, et espérons que l'affaire pourra être résolue rapidement, a-t-elle soutenu. Elle a toutefois réitéré l'intention des États-Unis de ne pas interférer avec la justice haïtienne, même si d'ailleurs ils mettent beaucoup de pression par leur discours public, par l'explication qu'ils cherchent un compromis, qu'ils cherchent le moyen de résoudre ça de façon rapide et simple. Le ministère public haïtien a requis jeudi 6 mois de prison ferme contre la missionnaire américaine Laura Silsby, arrêtée fin janvier alors qu'elle essayait de quitter le pays avec 33 enfants haïtiens, a-t-on appris de sources judiciaires. Le verdict sera prononcé dans les prochains jours, a indiqué une source judiciaire de l'AFP. Madame Silsby est présentée comme la chef d'un groupe de 10 Américains baptistes arrêtés fin janvier avec 33 enfants haïtiens sans papier à la frontière dominicaine. Les 9 autres personnes ont été libérées. Laura Silsby était initialement poursuivie pour enlèvement de mineurs et association de malfaiteurs, mais ses charges ont été abandonnées. Abandonnées comment? Pourquoi? Peut-être par ces Américains, par Hillary Clinton, qui s'est infiltré dans le dossier. Elle comparaît maintenant pour voyage irrégulier avec un groupe de 33 enfants. Bon, c'est vrai que c'est pas banal d'avoir 33 enfants sans papier, comme ça, de se balader avec eux, allant de quelques mois jusqu'à 12 ans maximum. Le juge ne peut pas ordonner la condamnation de Madame Silsby parce qu'après le séisme du 12 janvier, la frontière avec la République dominicaine était ouverte, a expliqué l'un des 2 avocats haïtiens de la défense, maître Jean-Renel Tessier. Selon USA Today, Laura Silsby a été condamnée en 2010 par la justice haïtienne à 3 mois et 8 jours de prison. Le parquet avait requis une peine plus sévère de 6 mois alors que la loi autorisait au maximum un emprisonnement de 3 ans. Sa libération était survenue plus tôt que prévu dans la mesure où, selon la presse haïtienne, les autorités ont estimé que la détention qu'elle avait déjà effectuée depuis le début de l'année couvrait sa condamnation. Elle et ses comparses avaient été arrêtés fin janvier 2010. Le gouvernement haïtien a resserré les procédures d'adoption depuis le séisme, affirmant qu'il craignait que des trafiquants sans scrupules ne tentent de profiter de la catastrophe en chassant les enfants vulnérables. Les responsables ont déclaré qu'ils avaient déjà des rapports de trafic de mineurs et même d'organes humains. Et nous, au niveau de l'Ukraine, maintenant que ça fait quelques semaines qu'il y a des combats, des affrontements et des populations déplacées, quand est-ce qu'on va apprendre qu'en Pologne, en Roumanie et peut-être même dans d'autres pays encore plus voisins, il se passe des trafics d'enfants, des trafics d'organes, des trafics d'humains, de l'esclavage, de l'exploitation? Ah, silence radio pour le moment. Donc moi je compte sur vous pour partager ce documentaire, partager même les autres documentaires que j'ai produits. Je vous remercie en tout cas de votre réactivité pour certains et de votre engagement pour d'autres également, notamment avec Phoenix qui repartage certains de mes contenus, qui me permet d'avoir une plus grande visibilité, et puis qui a permis notamment à ce que le documentaire sur l'Ukraine et sur le trafic d'enfants soit passé de quelques 3000 vues à maintenant 24-25 000 vues en quelques jours. Donc c'est grâce à toutes les personnes qui repartagent sur divers réseaux, que ce soit les réseaux Facebook, Twitter, YouTube, même par mail, certains, même par message privé, n'hésitez pas. Franchement, je vous remercierai jamais assez de me soutenir comme ça. Moi, je vous partage de la qualité, je compte sur vous de votre côté pour prendre un tout petit peu de temps, pour mettre un commentaire, un like et donner de la visibilité. On va terminer également par cette fin d'article, par rapport à l'affaire Haïti, pour terminer sur ça.
Il a dit qu'il comprenait les efforts du gouvernement haïtien pour essayer de protéger ses enfants contre d'éventuels trafiquants d'enfants et des adoptions illégales à la suite du tremblement de terre catastrophique. Mais il a également dit que les missionnaires pouvaient dire la vérité lorsqu'ils soutenaient qu'ils voulaient simplement aider les enfants et ne voulaient pas violer les lois. Il est apparu que de nombreux enfants interceptés n'étaient pas orphelins, mais ont été abandonnés par des parents qui voulaient qu'ils aient une vie meilleure. Exactement ce qu'on observe à l'Est. Le gouvernement d'Haïti, pas à la recherche d'un gros combat ici. Ils veulent juste protéger leurs enfants et ils veulent aussi s'assurer qu'ils ont un bon inventaire afin de ne pas renvoyer les enfants qui ont peut-être une tante ou un oncle qui ont un revenu, a déclaré Clinton. Je pense qu'ils trouveront un moyen de désamorcer la crise et d'y remédier, a-t-il ajouté, mais il a déclaré que l'affaire ne relevait pas de sa responsabilité directe. Alors je pense que avec la traduction, ça s'est mal positionné, mais vous comprenez très bien ce qui est relaté. Et puis enfin, pour terminer cette vidéo, ce documentaire, je tiens à saluer l'heure de se réveiller, malheureusement pour l'instant plus de nouvelles, également la team F Society qui a disparu de YouTube, espérant peut-être que Revo et ses comparses et ces personnes qui l'aident dans ce travail reviendront encore plus fort. Certaines fois il faut partir pour revenir plus fort, ce qui a été mon cas. Je compte sur vous donc pour partager, pour me contacter phenotixevolution@outlook.fr si vous souhaitez obtenir mon premier tome, l'ouvrage gratuitement, si vous avez des informations à me transmettre, et puis également à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ceci. Et je vous dis à très bientôt, c'est Vérité à venir, car la vérité est notre avenir.